Bonsoir à tous. Je vais vous demander de faire silence pour le début de la conférence. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir pour cette soirée si spéciale parce que nous parlons d'un sujet assez brûlant, le conflit ukrainien, mais aussi parce qu'il a été préparé par la section étudiante de l'Action française. Je vais laisser le soin à Alissa et Bertrand de présenter les intervenants de ce soir. Alors bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent à ce cercle de flore un peu particulier puisqu'il s'agissait à la base d'un débat que nous avions organisé dans le cadre de la formation militante des étudiants de l'Action française. Mais face à l'ampleur en fait qu'a pris la communication autour de ces cercles, nous avons décidé de l'ouvrir, histoire que tous ceux qui avaient envie d'y participer ne soient pas pénalisés, n'étant ni étudiants ni militants. Alors c'est un cercle un peu particulier puisque celui-ci va se dérouler sous forme de débat. Donc autour de cette question qui, comme l'a rappelé Camille, est une question épineuse, à savoir celle de l'Ukraine, qui n'a pas cessé depuis novembre 2013 de diviser le milieu nationaliste français. Alors, je préviens tout le monde, il ne va pas s'agir de reproduire un mini-Maïdan au 10 rue Croix des Petits Champs, mais plutôt d'engager un dialogue actif entre deux intervenants. Florian Lemarchand, ici présent, qui défendra un point de vue pro-ukrainien, donc coordonnateur des volontaires français en Ukraine, et Nicolas Mirkovic, auteur des Martyrs du Kosovo, que j'ai juste ici, que nous avons déjà eu l'honneur de recevoir à l'Action française sur ce sujet. Et bien sûr, le livre est disponible à la librairie de Flore. Alors, pour ce débat, nous allons déjà revenir sur... on va en profiter pour revenir sur les origines du conflit. On va, je pense aussi, avoir l'occasion de se poser la question de la véritable nature de ce conflit. Alors, guerre identitaire, guerre séparatiste ou ravivement d'une guerre froide OTAN-Russie. Et ce, dans le but, alors je l'espère, d'avoir une meilleure idée à la fin de ce cercle de où situer les intérêts français, en tout cas de quel côté de la frontière ukrainienne situer les intérêts français. Et je vais ne pas faire durer cette introduction plus longtemps et je vais de suite donner la parole à nos intervenants, à qui je vais donner le soin de s'auto-présenter. Et on commence par qui ? Bon. Celui qui est à côté de nous, comme ça, voilà. C'est parfait. Florian Lemarchand, voici le micro. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Florian Lemarchand. J'ai vécu 5 ans entre l'Ukraine et la Russie, 1 an à Kiev, 4 ans à Donetsk et un peu plus d'1 an à Moscou. J'ai vécu le début des combats dans le Donbass. J'ai perdu énormément d'amis dans cette guerre. Et en rentrant en France, je me suis mis à coordonner plusieurs projets à caractère aussi bien humanitaire comme l'aide aux réfugiés, aider à l'établissement de colonies de vacances et aussi un volet beaucoup plus militaire où on aide les volontaires ukrainiens et les soldats parce que l'Ukraine est un pays pauvre qui n'était pas du tout préparé à cette guerre et donc et je fais partie de ce mouvement de fond qui vient vraiment porter de l'aide aux civils ukrainiens et aussi aux militaires. Voilà. Alors, Nicolas Mirkovic, je suis de nationalité serbe et française. Mon engagement dans le Donbass et en Ukraine est plus récent. J'ai fondé avec un ami il y a plus de 10 ans une association qui s'appelle Solidarité Kosovo, où on vient depuis donc 2004 en aide aux Serbes qui vivent encore au Kosovo aujourd'hui. Et on a lancé cette association quand on avait vu les pogroms de 2004 contre les Serbes et voir que personne ne bougeait. Quand j'ai vu que ce qui se passait en Ukraine, l'événement de Maïdan, l'Euromaïdan, il ne faut pas oublier qu'à l'origine ça s'appelle Euromaïdan, se dérouler, j'ai vu les mêmes méthodes, les mêmes choses que j'avais déjà vécues en ex-Yougoslavie, et j'ai tout de suite compris ce qui se passait.
et qui avait une main derrière. On en parlera tout à l'heure. Et ce qui pour moi était important, c'était de ne pas avoir de guerre en Europe. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que c'est un peu loin maintenant, à quel point les 2 guerres mondiales ont détruit notre continent. Une 3e guerre, je ne sais pas si on s'en remettra, mais là il fallait agir. Et donc du coup on l'a fait comme pour le Kosovo. J'ai rejoint une association qui s'appelle Vostok France, Solidarité Donbass, avec des Ukrainiens qui habitent en France et qui veulent aider les civils du Donbass. Et l'objectif est double, c'est de faire savoir ce qui se passe réellement là-bas, parce que ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus à la télévision et dans les médias qu'il ne s'y passe rien. Et deuxièmement, apporter du soutien à ces familles qui vivent dans des ruines, qui vivent sur la ligne de front, qui ont parfois du mal à se nourrir, qui n'ont pas d'électricité, pas d'eau. Voilà. Je vous remercie. Alors, histoire qu'on puisse bien commencer le débat et saisir les enjeux géopolitiques que chacun de vous mettait derrière votre engagement, est-ce que vous pourriez revenir sur les origines et les causes de ce conflit, selon vous ? Eh bien, le Maïdan, qui a été vraiment les prémices donc de la guerre du Donbass, s'est déroulé en novembre 2013. Il fait suite à la volte-face de Yanukovych, qui a préféré privilégier la Russie dans son partenariat plutôt que l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Yanukovych s'est fait élire sur un programme où il était écrit noir sur blanc que l'intégration européenne était l'une de ses priorités. Donc est arrivée sa volte-face. Évidemment, il y a eu donc la révolte du Maïdan et sa fuite vers la Russie, qui a engendré donc l'annexion de la Crimée dans un premier temps, et ensuite donc l'invasion et la guerre hybride du Donbass. Bon. Je ne vois pas vraiment ce qu'on peut développer d'autre. Je pense que l'Ukraine, il y a une lame de fond qui secoue l'Ukraine depuis plus de 25 ans, depuis l'indépendance, où l'Ukraine se dirige peu à peu vers la sphère européenne, sans forcément parler d'Union européenne. Pour y avoir vécu quand même assez longtemps, on est en Europe, même à Donetsk, on est en Europe, ça c'est un fait. Ensuite, pour casser aussi un petit peu toutes les idées préconçues, le premier partenaire au niveau de l'export de l'Ukraine, ce n'est pas la Russie, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne auquel l'Ukraine exporte 13 milliards d'euros tous les ans, au contraire de la Russie où l'Ukraine exporte 10 milliards d'euros. Bon, voilà. Donc, il y a évidemment aussi une idée de ne pas forcément casser les liens avec la Russie, mais d'avoir un pays pleinement et entièrement indépendant, qui s'assume lui-même, sans forcément être à la charrette d'une sphère eurasiatique ou d'une sphère européenne. Les patriotes qui se battent là-bas, ils se battent avant tout pour leur pays. Ils se battent pour doter leur pays d'un État fonctionnel. Ils se battent aussi pour extirper vraiment, tous les oripeaux du soviétisme. Ils se battent aussi pour contrer l'oligarchie, qui est encore malheureusement extrêmement présente. Donc, il est important vraiment d'avoir un discours nuancé. Moi, tous les volontaires, tous les soldats, tous les activistes que je connais, l'Union européenne, ça ne leur parle absolument pas. Eux, ils se battent, c'est pour l'Ukraine. Ils se battent pas pour BHL, ils se battent pas pour Soros, ils se battent pas pour McCain ou j'en sais rien. Ils se battent pour leur pays. Ils se battent pour donner un avenir à leurs enfants. Le salaire moyen en Ukraine, c'est 200 €. Donc quand on leur dit vous allez avoir des visas pour l'Union européenne, des visas pour quoi ? Pour payer un billet d'avion qui va leur coûter 200 € leur salaire mensuel. Donc non. La priorité n'est pas là. La priorité, c'est de faire émerger un État moderne, un État puissant et indépendant. Voilà. Monsieur Yanukovych.
Un des premiers problèmes, c'est la dislocation de l'Union soviétique. Il faut savoir que quand l'Union soviétique s'écroule, c'est tout un empire qui, du jour au lendemain, ne représente quasiment plus rien au niveau politique international et sur lequel se ruent les oligarques du monde entier et qui veulent évidemment se nourrir sur la bête. Cette fin de l'Union soviétique a donné naissance à évidemment la création de nouveaux pays, dont l'Ukraine. Quand l'Ukraine a commencé à demander son indépendance, comme tous les autres pays qui se sont dissociés de l'URSS, les premiers pays qui étaient déjà là depuis quelques années déjà, le premier pays qui a essayé de mettre ces pays dans leur giron, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui se sont précipités sur ces pays pour faire en sorte qu'elles aient envie de rentrer dans l'Union européenne, qui est un projet à l'origine américain, pour essayer de faire en sorte qu'elle commence à faire des exercices avec l'OTAN, parce que c'est la stratégie de développement américaine depuis quasiment le début du XXe siècle. En Ukraine, plus particulièrement, les Américains ont un problème. D'abord, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas forcément le défenseur du Donbass, parce que je crois, enfin en tout cas je fais partie de ceux qui disent qu'il y a plusieurs Ukraines. Il n'y a pas les Ukrainiens d'un côté et le Donbass de l'autre, c'est faux. Il y a plusieurs Donbass. Il y a plusieurs Ukraines, pardon. Il y a plusieurs Ukraines, et ça c'est important de le noter. Et ce qui se passe, c'est que les Américains ont un problème avec les Ukrainiens parce qu'ils ont déjà du mal à comprendre la psychologie, la philosophie, la religion des Slaves. Et ils ont fait beaucoup de boulettes en Europe. Je ne vais pas parler de la Yougoslavie, de la Serbie, du Kosovo ce soir, mais à travers l'analyse de ce qu'ils ont fait comme erreur dans les années 90, en créant 2 États musulmans en Europe dans les années 90, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils fassent des miracles en Ukraine dans les années du XXIe siècle. En 2004, déjà, il y a eu une première révolution de couleur, où on sait aujourd'hui, il y a un livre qui a été écrit par Alain Guimol, c'est La neige est encore orange. Et Alain Guimol parle de toutes ces associations, ces ONG, ces instituts américains qui reçoivent de l'argent du gouvernement américain ou qui sont financés par des oligarques et qui servent à manipuler l'opinion pour essayer de leur faire croire qu'ils doivent rentrer dans l'Union européenne. Donc on organise des clubs dans les universités, on leur dit que l'avenir c'est l'Union européenne, on leur dit que les Russes c'est des grands méchants, que s'ils sont pauvres aujourd'hui c'est à cause des Russes. Ça fait pas, ce sont des choses vraies. Vous regardez le livre d'Alain Guimol, et ce qui est marrant c'est qu'Alain Guimol, il dit ah ouais, à cette époque il y a 2 pays qui ont essayé d'avoir un peu d'influence dans l'Ukraine. Il y a Poutine qui 2 fois avait invité Yanukovych, qui était candidat à l'époque, ou qui était Premier ministre à l'époque, il a invité Yanukovych, donc du coup Poutine essaie d'influencer la politique de l'Ukraine parce qu'il a invité Yanukovych, et une fois Poutine a été à Kiev. En même temps, Guimol, donc du coup c'est un journaliste je pense à La Croix, mais qui a écrit un peu dans plusieurs revues, dit les Américains, eux, ils ont tous ces instituts, ces fondations, ils amènent de l'argent, mais eux ils ne veulent pas influencer le régime en Ukraine, ils ne veulent pas influencer les Ukrainiens, ils veulent amener la démocratie. Vous voyez, c'est déjà la nuance est importante, c'est-à-dire que même un journaliste aujourd'hui n'est pas capable de comprendre que quand un État investit des millions de dollars, ça n'est pas pour la démocratie, ça n'existe nulle part sur Terre, et surtout venant de la part des États-Unis. Donc en 2004, vous avez déjà eu cette révolution d'Orange, où ils ont réussi à mettre en place leur candidat, et quand vous avez, quelques années plus tard, donc du coup on arrive en 2013, l'effet déclencheur du Maïdan est le fait que Yanukovych veut plus de l'accord européen. Le Maïdan, il y a beaucoup de monde. Je ne dis pas que Yanukovych est un saint, c'est un oligarque comme les autres, j'ai presque envie de dire. Et il faut dire que Yanukovych, c'est quand même lui qui a commencé les négociations avec l'Union européenne. Et il s'apprête à signer un accord avec l'Union européenne. Et tout le monde veut signer l'accord avec l'Union européenne. Et il y a quand même ces manifestations du Maïdan parce que, bon, voilà, l'Ukraine est un des pays les plus pauvres d'Europe, il faut le savoir aujourd'hui. À partir du moment où il dit je ne veux plus signer cet accord, je préfère l'accord avec la Russie, c'est à partir de ce moment-là que le Maïdan devient violent. Parce que les Américains voient leur projet s'effondrer. Et ils se disent, si le Kiev signe un accord avec la Russie, tous nos efforts, tous nos investissements vont s'écrouler. Ça devient de plus en plus violent, et pourtant, si vous regardez d'un point de vue purement objectif, les 2 accords. Vous avez d'un côté la Russie qui est, parce que l'Union européenne pour moi n'est quand même pas un pays, la Russie est le plus grand partenaire économique de l'Ukraine, il était à l'époque, il est encore aujourd'hui, malgré les sanctions et malgré les choix de Kiev de travailler de moins en moins avec la Russie. La Russie est le plus grand partenaire économique, le marché, l'économie de l'Ukraine ressemble beaucoup plus à l'économie de la Russie. Ce sont 2 pays, des gens qui se connaissent, qui ont une histoire ensemble, qui ont été dans l'Union soviétique. L'Ukraine ne peut quasiment rien exporter en Europe.
la production de l'Ukraine n'est pas aux normes européennes. Et l'Union européenne veut signer un accord, non pas pour qu'il y ait des produits ukrainiens qui arrivent en Ukraine, mais pour qu'il y ait des produits, des très grandes sociétés européennes, qui soient vendus en Ukraine. Aujourd'hui, quasiment les seuls produits qui peuvent se vendre en Europe de l'Ukraine, c'est le miel. Alors je ne sais pas si on a besoin de miel ukrainien, je suis sûr qu'il est très très bon, mais c'est vous dire le niveau de l'accord économique. Donc du coup, l'Union européenne veut signer cet accord avec Kiev, est prête à agir violemment pour mettre la pression sur Yanukovych, et en contrepartie, Yanukovych se dit juste, mais attendez, moi j'ai un partenariat avec la Russie qui me propose 17 milliards de dollars d'emprunt sans condition, et qui me propose du tarif moins cher que le tarif du marché. D'un point de vue purement logique, sans regarder l'histoire, sans regarder la politique, l'Ukraine avait tout intérêt à signer cet accord avec la Russie, et ça n'est pas, je répète, parce que normalement un pays signe un accord avec un autre, qu'on doit lui faire la guerre aujourd'hui. Or, c'est ce qui s'est passé au Maïdan. Donc, les Ukrainiens ont fait la révolution pour envoyer du miel en Union européenne. « 10 000 morts. » Alors, il y a beaucoup de mots qu'on a entendus, oligarques, Union européenne, déstabilisation par les États-Unis. Je voudrais juste revenir sur un fait, c'est que à la création de la nation ukrainienne, à la fin des années, au début des années 90, il y a des rapports de la CIA qui indiquent que les États-Unis ne comptaient pas de toute façon sur cet État et pensaient qu'il allait se disloquer au cours des années. Et ensuite, justement, le rôle particulier des oligarques, que ce soit Tymoshenko ou Yanukovych, donc la clique pro-Europe ou la clique pro-russe, ont toujours été maintenus, que ce soit par l'Union européenne ou par la Russie. J'aimerais bien savoir pourquoi, et je pense que le public aussi. Et ensuite, je voudrais savoir aussi comment ça se fait qu'ils ont réussi à se maintenir et à s'enrichir tout simplement sur le dos d'un peuple, avec justement l'illusion d'un projet européen qu'ils n'ont jamais réussi à construire, alors qu'on le voit parmi la population ukrainienne, la volonté de rejoindre la civilisation européenne a toujours été un rêve pour eux. Voilà. Donc je vais laisser Florian Lemarchand répondre en premier à cette question. Mais l'Ukraine n'est pas une vue de l'esprit. L'Ukraine, elle existe. Elle existe depuis des siècles, en tant que peuple. Évidemment, la nation ne s'est pas matérialisée par des frontières, mais par contre, le peuple, lui, existe. Au niveau du rapprochement avec la sphère européenne, je pense qu'il y a tout un jeu qui se fait notamment avec les oligarques. Il y a tout un équilibre. Beaucoup d'oligarques ont des intérêts, que ce soit en Russie, notamment avec Poroshenko, avec des usines. Ils ont aussi beaucoup d'intérêts en Europe. Je pense que le rêve européen, pour un Ukrainien, il est très prosaïque. En 91, Pologne, Ukraine, démographiquement, sociologiquement, économiquement, c'est pareil. Sauf que les Ukrainiens, ils voient que la Pologne prenne le train de l'Europe et la Pologne se développe. La Pologne se dote d'une armée, se dote d'un État fonctionnel, d'un État de droit. C'est pas tout à fait le cas en Ukraine. En Ukraine, on est toujours sur un État qu'on pourrait qualifier de néo-féodal. Et là, je dirais que le Donbass, il est vraiment l'exemple même de cette néo-féodalité, car il y a un oligarque, le plus riche d'Ukraine, qui s'appelle Armetov, et qui a vraiment mis sous coupe réglée cette région, notamment l'oblast de Donetsk, et il agit en tant que seigneur. C'est-à-dire qu'en façade, on a les autorités ukrainiennes, on a l'administration ukrainienne, mais en fait, qui décide derrière, c'est le clan de Donetsk. Pour avoir un marché, il faut s'adresser au clan de Donetsk. Pour avoir des autorisations sanitaires, des permis de construire, des choses comme ça, il faut aussi s'adresser au clan de Donetsk. La volonté des Ukrainiens, c'est surtout d'avoir
un pays qui fonctionne. Quand on a peur d'aller à l'hôpital parce qu'on est malade, c'est pas normal. Et en Europe, on n'a pas peur d'aller à l'hôpital parce qu'on est malade. En Europe, on a une éducation qui fonctionne quand même de façon plus ou moins satisfaisante. En Ukraine, on est resté sur le modèle soviétique. Alors, certes, ça fonctionne encore bien. On a des infrastructures qui sont complètement à l'abandon. Les routes en Ukraine, c'est dégueulasse. Franchement, on fait du 50 km/h de moyenne. Il y a aussi le principe de l'état de droit. La justice en Ukraine, sous les années Yanukovych, c'était terrible. L'état de droit était inexistant. Yanukovych fait passer des lois à la hussarde pour favoriser notamment la langue russe, sans que ça ne choque personne. La Rada n'a pas eu son mot à dire. Donc, l'Ukraine a toujours essayé de contenter les deux interlocuteurs. Yanukovych voulait faire une politique de l'équilibre. Son premier déplacement, ça a été à Bruxelles. Sauf que, finalement, dans les faits, on a vu que la balance, elle penchait plutôt du côté russe. Bon. Après, sur le fait que l'Ukraine soit quand même un pays soi-disant artificiel, franchement, je pense que qui on est, nous étrangers, pour décréter qu'un pays soit artificiel ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. On a décrété, par exemple, que le Kosovo devait être indépendant. Pourquoi on devrait décréter pareil pour l'Ukraine? Non. C'est aux Ukrainiens de décider ce qui est bon pour eux, sans qu'on vienne intervenir, que ce soit les Américains, les Russes, je ne sais quoi. Non, ce sont les Ukrainiens. Et honnêtement, bon, pour avoir fait 4 ans en Ukraine, il y a autant de différences entre un Galicien et un habitant de Kharkiv, qui est la plus grande métropole de l'Est, qu'entre un Strasbourgeois et un Marseillais. Sauf que, au fond d'eux-mêmes, ils sont ukrainiens. C'est pas parce que la plupart des Ukrainiens sont russophones que ça y est, c'est l'arrière-cour de la Russie. En France, on a quelque chose qui s'appelle la francophonie. Je ne pense pas qu'un Sénégalais qui parle français soit français. Un Québécois n'est pas français. Donc là, c'est pareil. Il y a toute une culture ukrainienne. Il y a toute une façon de vivre qui est différente de la Russie. L'Ukrainien est beaucoup plus latin dans sa façon d'être que le Russe. Voilà. Et surtout, j'insiste sur ce point, c'est que sur l'intangibilité du pays, l'Ukraine, on est qui, franchement, pour se dire si ça existe ou pas. Voilà. D'abord, l'Ukraine, quand on parle d'Europe, déjà quand je parle d'Europe, moi je ne parle pas de l'Union européenne. D'accord ? Pour moi, l'Europe, c'est un continent et qui inclut les pays qui vont du Portugal à la Russie, ce n'est pas l'Union européenne. En Ukraine aujourd'hui, vous avez très clairement plusieurs Ukraines. Et je ne suis pas d'accord avec votre analyse, que vous alliez à Kiev, que vous alliez à Lviv, que vous alliez à Tchernigov, à Kramatorsk. Vous avez différentes réflexions, différentes personnes, presque parfois différents peuples. Je suis d'accord, c'est à eux de décider s'ils veulent vivre ensemble ou pas. Mais c'est lié à l'histoire. Et pour comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire. Il faut savoir que et les peuples russes et ceux qui se définissent comme ukrainiens aujourd'hui ont une histoire en commun. Une histoire qui est très riche. La Rousse de Kiev, c'est un des plus grands États médiévaux, et Kiev est une ville très importante pour les Ukrainiens, mais également pour les Russes. La dynastie de la monarchie russe, les Rurikides, ont été princes de Kiev. Ils sont descendus de Novgorod, ils ont été princes de Kiev jusqu'à ce que la horde d'or, jusqu'à ce que les Mongols arrivent et la saquent en 1240. Les princes de Kiev et l'église orthodoxe de Kiev sont partis ensuite à Vladimir, à Moscou. Il y a toujours eu des contacts dans cette zone-là, et c'est un même peuple. Et il y a certainement des mélanges entre les différentes micro-tribus qui peuvent exister au sein de la communauté slave, mais ça reste une communauté slave. La seule chose, c'est que une partie de la communauté est partie à l'est, une partie de la communauté est restée sur place. Celle qui est partie à l'est, dans une partie, je rappelle, de la Rousse de Kiev, ils n'ont pas quitté la Rousse de Kiev, ils sont restés dedans.
eh bien, ils se sont développés en État. Ils ont eu des institutions. Ils avaient l'institution de l'Église et ils avaient l'institution de la principauté et de l'État. Et ça, c'est fondamental. Alors que beaucoup de Slaves qui étaient sous la Rose de Kiev, qui ont vécu ensuite sous les Mongols, n'avaient pas cet État. Et aujourd'hui, dans le nationalisme ukrainien, certains vont dire tous les Slaves qui étaient restés là sont des Ukrainiens. Mais ce n'est pas aussi facile. Parce que assez rapidement, eh bien, à l'époque, ce n'est pas encore la Russie, c'est la principauté de Moscou, la Moscovie, va se développer, va fédérer la plupart des États slaves du nord-est de l'Europe, qui restent en tout cas aujourd'hui, qui sont en Russie, et vont revenir progressivement dans des territoires de cette fameuse Rose de Kiev. Une grande ville qui est à 140 km de Tchernigov, de Kiev, qui s'appelle Tchernigov, en 1300, quasiment au début du 15e siècle, 14e siècle, revient dans le giron de la Moscovie. D'accord ? Il y a des parties de l'Est actuel de l'Ukraine qui sont revenus dans la Russie très rapidement. Vous avez les Ukrainiens se revendiquent souvent des Cosaques, qui est un peuple aujourd'hui qui fait un peu rêver, qui est un peuple qui était sauvage, c'est ceux qui avaient quitté les steppes, qui avaient quitté la Pologne et la Lituanie, qui avaient réussi à déloger les Mongols à l'ouest. Ils sont allés s'installer là, et à l'est, vous avez la Russie qui avançait. Donc si vous voulez, cette terre qu'on appelle aujourd'hui Ukraine, elle a été assez rapidement occupée à l'ouest par les Polonais et les Lituaniens, et à l'est, par les Russes. Bogdan Khmelnytsky, le hetman des Cosaques, le chef des Cosaques, lui, appelle le tsar russe, le prince, en tout cas il n'est pas tsar à l'époque, en tout cas il appelle le prince de la Moscovie, Alexis, à venir, à se mettre sous sa responsabilité. Et il se dit, je fais suggestion au roi Alexis. Et les Russes arrivent et prennent donc du coup cette partie, et ils chassent les Polonais qui occupaient ce territoire. Et ils ont le droit de revendiquer ce territoire. Et quand les Russes reviennent sur ce territoire, c'est célébré à Kiev, dans l'or de Petchersk, qui est un haut lieu de l'orthodoxie. Dans la l'or de Petchersk, l'higoumène dit c'est une réunification. C'est pas une invasion, c'est pas une occupation. Les Russes n'ont jamais fait la guerre aux Ukrainiens avant le 20e siècle. Et encore, à cette époque-là, c'était entre bolcheviks, entre tsaristes, entre Ukrainiens. Mais avant, Ukrainiens et Russes sont quand même des peuples frères. Et ils vivent ensemble. Et le développement de l'Ukraine se fait avec, je vous dis, à l'ouest, l'occupation polono-lituanienne, et à l'est, la Russie. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est cet état d'Ukraine. Et je vais sauter rapidement à une étape qui est le début du XXe siècle. J'ai eu plein de bagarres entre les Lituaniens, les Polonais, les Russes, les Tatars, etc. On saute au XXe siècle. Quand le nationalisme ukrainien exige ou développe ou construit son propre État pour la première fois, et je ne lui dénie pas ce droit. S'il y a des personnes de cette région qui se revendiquent de l'identité ukrainienne et qui ont envie de vivre cette identité, ils se sentent ukrainiens et qui peuvent construire leur État, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, c'est sur la base d'une langue ukrainienne. Avec quel État ? Parce que du coup, historiquement, l'Ukraine, comme pays, comme État, n'existe pas avant le XXe siècle. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. L'Ukraine, elle existe pour la première fois. Il y a de petites républiques ukrainiennes qui se développent en 1917-1918. Il y a la guerre, il y a la révolution bolchevique. Elle sort comme République socialiste d'Union soviétique en 1922. C'est la première fois qu'on voit la République d'Ukraine. Où, s'il vous plaît, pas de commentaire. Où vous avez Lénine qui à l'époque rajoute une partie des terres russes à l'Ukraine. Donc du coup, pourquoi ? Parce que à cette époque-là, les communistes voient très mal, ils ont déjà décapité, ils ont tué le roi et sa famille, le tsar et sa famille, et les bolcheviks disent, il y a deux ennemis pour la construction de l'URSS, qui sont le nationalisme local et ce qu'ils appellent le chauvinisme grand russe. Parce qu'historiquement, il faut savoir que ce qu'on appelle l'Ukraine, en Russie, on appelle ça la Malorussie, la petite Russie, même si vous lisez des livres d'histoire, même en français, des Anglais, des philanthropes, des historiens qui sont allés là-bas, on parle de Malorussie, c'est pas du tout péjoratif. Eh bien, quand Staline prend le pouvoir, il dit, quand Lénine prend le pouvoir, il dit il faut détruire ce nationalisme grand russe. Donc il prend une partie de la Russie, il la met avec l'Ukraine, il fait un pays qui s'appelle l'Ukraine. Et en 1953, Staline, pour couronner le tout, donne la Galicie, la Transcarpathie et la Bukovine à l'Ukraine. Donc, quand on parle d'un pays qui est compliqué aujourd'hui, c'est un pays qui est une conception idéologique bolchevique sur fond
pour partie de nationalisme ukrainien et qui n'a jamais eu des racines stables. Sous l'Union soviétique, c'était la loi de la répression. Donc on obéissait et tout le monde était ukrainien, tout le monde était gentil, comme en Yougoslavie, comme en Roumanie. C'est une dictature, donc c'est plus facile de contrôler les personnes. Mais au fond, vous avez quand même une partie historique de l'Est qui est plutôt russophone et une partie de l'Ouest qui a été polonisée. Donc du coup, d'où l'évolution de la langue ukrainienne. Et aujourd'hui, c'est encore du mal. C'est un pays qui est jeune et qui a du mal à affirmer son identité. D'où les problèmes. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. L'Ukrainien, non, c'est pas l'Ukrainien. Il y a plusieurs types d'Ukraine. Vous allez à l'Est, vous allez à l'Ouest. On ne parle pas la même langue. On peut vivre ensemble. On n'est pas forcément ennemis. Nous, on peut aller en Wallonie. On ne va pas se faire tabasser pour autant. C'est une autre culture, même s'ils parlent français. Mais c'est juste différent. Mais en Ukraine, c'est pareil aujourd'hui. Les racines ne sont pas encore assez profondes. Et quand on voit ce qui s'est passé au Maïdan, je ne pense pas que ça va durer encore longtemps. Alors, Florian Lemarchand, j'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez souligné le fait que la majorité ukrainienne était russophone. Dans ce cas-là, comment expliquer cette première mesure de la junte de Kiev, qui fut, je le rappelle, la suppression du russe comme deuxième langue officielle et l'interdiction des pensions de retraite aux Ukrainiens russophones? Est-ce qu'il y a à voir dedans un certain relent du bandérisme dans cette tentative de reconstruire l'identité ukrainienne? Alors déjà, c'est faux. Le russe n'a pas été interdite dans cette loi qui a été certes très maladroite. Le contexte n'était pas favorable pour faire passer une telle loi. Ça, c'est certain. Il faut le reconnaître. Le gouvernement de Kiev, et j'insiste sur ce point, non pas la junte, je veux dire, une junte, c'est quand même... c'est un truc délirant, quoi. On n'est pas en Amérique du Sud, quoi. Yanukovych a fui le pouvoir, donc c'est pas une junte, d'abord. Ensuite, la loi, elle voulait enlever le statut de deuxième langue d'État aux Russes. Voilà ce que disait la loi. Il est clair que dans un pays où entre 60 et 80% de gens qui parlent le russe, promulguer une loi interdisant le russe, enfin je veux dire, faut se droguer, quoi. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème d'un État qui ne sait pas défendre sa langue, c'est qu'à terme, il ne saura pas défendre son territoire. Donc, les Ukrainiens veulent favoriser l'ukrainien. C'est très important, c'est qu'à terme, moi, je connais énormément d'Ukrainiens russophones, ils parlent russe, ils parlent ukrainien, tout le monde parle ukrainien, ce sont des conventions de parler russe, mais à terme, il va falloir se mettre à l'ukrainien. Ça, c'est la première chose. Et j'insiste bien sur ce point, il n'a jamais été question d'interdire le russe en Ukraine. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est la propagande moscovite qui a voulu faire croire cela. Il n'a jamais été question de ça. La loi, d'ailleurs, a été retirée très vite, puisqu'en fait, ça a permis d'alimenter toute une propagande à l'est du pays qui était très anxieuse par rapport à ce phénomène-là. Ensuite, la deuxième question, c'était... Est-ce qu'on peut y voir une influence du bandérisme? Parler ukrainien en Ukraine, si c'est du bandérisme, bon... Sur les mesures anti-russes, en fait, anti-russophones. Anti-russophone, mais c'est quoi une mesure anti-russophone alors que la majorité parle russe? C'est quoi? Je comprends même pas la question, puisque... La langue ukrainienne était interdite quand même, il faut le rappeler. La langue ukrainienne... Alors attendez, oui, la langue ukrainienne, au XIXe siècle, a été interdite par les tsars. La langue ukrainienne, il y a un oukaz qui dit on interdit la langue ukrainienne. Ça n'a soulevé aucune protestation. En 1930, les bolcheviks ont interdit l'ukrainien dans le Kouban. Le Kouban, c'est quoi? C'est Rostov, qui était techniquement ukrainien. Ça n'a pas soulevé de grandes protestations non plus. On a interdit l'ukrainien. Mais maintenant que l'Ukraine, qui essaye de prendre son destin en main, veut favoriser, et non pas interdire le russe, veut favoriser l'ukrainien, on lui tombe dessus. Parce que, en fait, ce qui se passe aussi,
c'est que le discours de Poutine, il est très simple. Je défends les minorités russophones. Donc, puisqu'il parle ukrainien, puisqu'il parle russe, Poutine vient à leur rescousse. Donc les Ukrainiens veulent se mettre à parler ukrainien. Et j'ai beaucoup de cas à Zaporozhye, à Mariupol, à Kharkiv, même à Kiev, où maintenant l'ukrainien gagne du terrain, devient l'usage, et où l'édition ukrainienne reprend des couleurs, et c'est très bien. Je vois pas où est le problème, je vois pas où est le bandérisme de favoriser sa langue chez soi. On parle de la Belgique ou de la Wallonie, excusez-moi, mais les Flamands, ils sont quand même très arc-boutés sur la question linguistique. Hein. Il ne faut pas commencer à parler français en Flandre. Il y a des enfants dans des écoles flamandes qui sont punis parce qu'ils parlent français. Est-ce qu'on leur tombe dessus comme on tombe sur l'Ukraine avec des espèces de délires bandéristes ou je ne sais quoi? Non, non. Un État qui est incapable de défendre sa langue, à terme, ne sera pas capable de défendre ses frontières. Et d'ailleurs, ça se mesure assez facilement, puisqu'on a eu l'annexion de la Crimée, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Mais ça, c'est encore un cas à part. Et on a eu donc cette guerre hybride, ou cette invasion du Donbass. Voilà. Oui, il y a très clairement une résurgence du bandérisme. Alors qu'est-ce que c'est que le bandérisme? Stéphane Bandera, et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'aligne avec les nazis pour construire, pense-t-il, son Ukraine indépendante, qui est responsable, ou dans le mouvement est responsable, de pogroms et des milliers de morts, d'abord de Polonais, en Volhynie. Il y a un super film qui est sorti il y a peu de temps par un réalisateur polonais qui s'appelle Wojn, et donc du coup qui parle de ce génocide de Polonais, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on arrive dans, je vous dis, le problème de l'Ukraine, c'est que c'est une construction idéologique. Vous imaginez ce qu'on vient de se dire il y a quelques instants, donc du coup, des enfants qui parlent russe à la maison, on va leur dire à l'école, vous parlez ukrainien. Ça n'a aucun sens. Un pays qui compte se développer en imposant sa langue comme ça, alors qu'il y a des gens qui parlent russe là depuis le Moyen-Âge, depuis que les Russes sont présents, c'est-à-dire que le développement de la langue parlée à la Rousse de Kiev au XIIe siècle, qui est arrivée jusqu'aujourd'hui dans des familles par génération et génération, et qui parlent encore cette langue, on leur dit, vous allez parler maintenant l'ukrainien. Ça n'a pas de sens. Votre voisin peut parler ukrainien s'il veut. On a une langue franque dans l'Ukraine et même dans la totalité de l'ex-URSS qui est le russe. Mais vous ne pouvez pas imposer aux gens cette langue. Et les bandéristes, ils ont fait justement ça. Les bandéristes, cette idéologie, ils ont dit, nous, on est ukrainiens, c'est le nationalisme ukrainien. Ils viennent de l'ouest de l'Ukraine et ils veulent imposer ça à l'est de l'Ukraine. Et on a déjà vu tout à l'heure que l'est de l'Ukraine ne pense pas comme ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ouest de l'Ukraine est plutôt du côté des nazis et l'est de l'Ukraine, ils sont tous ukrainiens, hein. Ils sont tous ukrainiens. L'Ouest avec les nazis, l'Est avec les communistes, avec les bolcheviks. Ça, c'est une fracture dans le pays. C'est une fracture réelle. Vous ne pouvez pas dire, il y a quand même, au bout d'un moment, il faut prendre du recul et se dire, quel est ce pays? Et en plus, donc ça, le bandérisme fait également énormément peur au sud-est du pays. Si vous regardez les manifestations du Maïdan, vous avez des jeunes qui chantent dans la rue, pendons les moscovites, pendons les Russes. Les moscovites au couteau. Ça, ce sont des slogans de bandéristes. Quand vous êtes... vous allez sur Internet, vous allez à Google, vous tapez... oui. Écoute... Non mais... Attendez. Non mais attendez. Laissez-moi terminer. Moi, je vous dis, vous allez sur Internet, vous tapez, j'invite tout le monde à regarder. Les Russes au couteau. Quand vous êtes russophone, dans l'est de l'Ukraine, même ceux qui se disent, moi je suis ukrainien, et parce que vous parlez russe, vous entendez des gens dire, on va vous pendre, on va vous mettre au couteau, on va vous imposer l'ukrainien, vous pensez que vous réagissez comment? Si on disait demain en France, les Corses au poteau, pendez les Corses à Paris, on pend les Corses, vous pensez 5 secondes que les Corses vont dire ok, pendez-nous? Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est une construction idéologique, et c'est pour ça que ça marche pas. Je vous dis, là, on voit aujourd'hui, et c'est pas la première fois qu'un pays construit par des bolcheviks s'écroule parce qu'il n'est pas construit sur une réalité charnelle, historique, culturelle, d'un peuple ou deux peuples qui décident ensemble de vivre ou pas. Donc du coup, vous pouvez forcer les gens dans un territoire, souvent les nationalistes ukrainiens parlent de notre territoire, notre État, mais il a été construit par Staline. Les Ukrainiens n'ont jamais eu le sud de l'Ukraine actuelle. Mariupol, Ekaterinbourg, qui est aujourd'hui Dniepro, ce sont des villes qui ont été construites, bâties par les Russes.
Odessa, se sont dit, bon, Odessa c'est une vieille ville, mais du coup c'est une vieille ville mais qui a été redynamisée par les Russes. Mariupol, ce sont des vieilles villes qui ont été redynamisées par les Russes. C'est un fait historique. Est-ce que ça veut dire est-ce que les Russes ont dit nous on va récupérer tout ça? Non. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est juste que si vous commencez à attaquer les russophones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, vous parlez de Poutine tout à l'heure qui veut imposer sa loi en Ukraine, mais il ne faut pas oublier que de nombreux russophones, déjà avant même les problèmes de Maïdan, regardaient plutôt la télévision russe, lisaient la presse russe, ils se sentent proches. Je parlais des Wallons, il y a plein de Wallons qui regardent TF1. Bon, c'est pas forcément la chose la plus intelligente qu'ils font, mais c'est une réalité, il y a une proximité. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont, à part ce nationalisme, on va dire vraiment extrême, hein, au Maïdan, c'est des nazillons, c'est des petits nazis en herbe qui se baladent avec des runes, qui prennent gloire à l'Ukraine et qui ressortent des textes des bandéristes. Ça, quand on entend ça dans l'Est de l'Ukraine, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Je vous rappelle que l'Est de l'Ukraine a combattu le nazisme, et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de revivre aujourd'hui. Et quand on voit que derrière les lois qui passent, c'est des lois qui sont contre l'utilisation de la langue russe, et il y a encore cette semaine une demande de loi dans la Rada pour que l'ukrainien soit la seule langue officielle de l'Ukraine, c'est-à-dire que les Russes n'auraient même pas le droit dans leur région, les russophones, le droit de parler leur langue. C'est une honte, et ça explique comment est-ce qu'on peut être aussi bête que ça et de dire une partie de la population n'aura pas le droit de parler sa langue, alors qu'elle est sur ces terres depuis des siècles. Donc oui, c'est du bandérisme, c'est du nazisme, et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles dans l'Est de l'Ukraine, on rejette ça c'est clair. En plus, c'est juste stupide. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ça, c'est la technique des Américains. Les Américains, chaque fois qu'ils font un coup d'État quelque part dans le monde, ils s'appuient sur les plus radicaux. Quand ils étaient en Serbie, au Kosovo, ils se sont appuyés sur la mafia albanaise. Quand ils étaient en Bosnie, qu'ils ont voulu créer un État nouveau de la Bosnie, ils se sont appuyés sur des moudjahidines, sur des islamistes. En Syrie, aujourd'hui, ils s'appuient sur l'État islamique. Et en Ukraine, ils devaient s'appuyer également sur une force, en général, c'est des hommes, c'est des jeunes, exaltés. Et sur des jeunes, ils ont dit, ouais, Bandera, c'est super, plus vous allez être exaltés, mieux c'est, parce que l'intérêt à la fin, le jeu réel, il est entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis ne veulent pas, ne voulaient pas, en tout cas dans leur stratégie, on va voir ce qui se passe dans les semaines à venir, ne voulaient pas d'une Russie forte en Europe, parce que ça va diminuer leur pouvoir. Donc du coup, ils s'appuient sur des groupes de jeunes hommes exaltés, avec une idéologie la plus extrémiste possible, que ce soit les talibans, que ce soit la mafia, que ce soit quoi que ce soit. Il faut que ce soit extrême, parce qu'ils veulent des gens qui sont prêts à se battre, parce qu'ils veulent secouer, parce que les Américains, ils n'en ont rien à battre de l'Ukraine. Ce qu'ils veulent, c'est des problèmes sur la frontière de la Russie. Et ils se sont servis de ce nationalisme ukrainien qui va finir par se retourner contre les Ukrainiens eux-mêmes, parce que maintenant, il y a une partie de la population ukrainienne qui n'a plus envie de vivre avec l'autre. On parlait des russophones, mais si vous allez en Transcarpathie, au sud-ouest, c'est la même chose. Bandera qui est mort dans un camp nazi. Et oui, une fois qu'il avait décidé de ne plus travailler avec eux, une fois que les Allemands avaient... Il a été déporté dans un camp nazi. Oui. Alors bon, les histoires de nazillons et de talibans, ça va bien 5 minutes. Non, c'est vrai. Non, mais avouez-le, c'est tout. De quoi? Que Bandera est un nazi? Mais enfin, il a été déporté par les nazis. Bandera cherche une Ukraine indépendante. C'est tout. C'est seulement ça. Voilà. Alors maintenant, des nazis, il n'y en a pas plus qu'en Russie, il n'y en a pas plus qu'en France, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Voilà, il faut arrêter. Ça, c'est encore un espèce de délire qu'on trouve sur Google ou sur je ne sais quoi. Mais franchement, il faudrait quand même essayer d'élever le débat plutôt que de faire de la réduction ad hitlérium et de sortir des délires comme ça où on parle de talibans, on parle de nazis. Enfin... faut être sérieux, quoi. Ce qui est sérieux, c'est qu'il faut juste voir le modus operandi des Américains. Mais arrêtez avec les Américains, ils sont où? Il y a des F-16 qui sont au-dessus de la tête du Donbass en ce moment. Qui est-ce qui finance l'armée? Qui donne 15 millions de dollars à l'armée ukrainienne aujourd'hui? 15 millions de dollars. Alors attendez. Vous croyez que vous allez faire une guerre avec 15 millions de dollars? Alors, je vais vous donner mieux. Non mais attendez là. Je vais vous donner mieux. Vous êtes vu? Ok. 15 millions de dollars alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais non, vous en voulez une bonne? Est-ce qui a donné 5 milliards, alors on va voir si vous marrez autant, 5 milliards de dollars, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État des États-Unis. Sur 20 ans, sur plus de 20 ans, l'aide a été de 5 milliards de dollars. Et les crédits que la Russie alloue 5 milliards à la Russie, c'est combien? C'est 5% du PIB de l'Ukraine. Hein. Mais alors, c'est sur 20 ans. 5 milliards de dollars. Donc, on va faire la guerre avec 15 millions de dollars.
On va faire la guerre avec 15 millions de dollars. Alors, si- Et derrière ça, les soldats ukrainiens, et il manque de tout. Il manque de tout. Les blindés sont des vieux blindés. Il n'y a pas de chars américains qui sont en Donbass. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de mercenaires payés, il n'y a pas de F-16 qui lâchent des bombes dans le Donbass. Vous êtes vraiment naïf. C'est tout. Vous Oui, êtes je vraiment suis naïf. naïf. Non, Ouais, moi ouais. je suis très prosaïque. Non. Je vais dans le Donbass, je vais sur la ligne de front. Qu'est-ce que je vois? Je vois une mitrailleuse Maxim, une mitrailleuse qui date des années 30. Où sont passés ces 5 milliards de dollars? Même les 15 millions, on les prend. Alors, je vais vous dire pourquoi. Même les 15 millions, Alors- on les prend. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Non, C'est arrêtez de n'importe dire ça. quoi. Et- Les soldats, les volontaires ne se battent pas pour Victoria Nuland. Ils se battent pour leur Ukraine. C'est tout. Mais c'est là où vous êtes Et Nuland- manipulé. Mais Nuland est où aujourd'hui? Mais vous êtes- Elle est nulle part. Non. Elle est nulle part. Si, parce que pendant que vous pensez que vous vous battez pour l'Ukraine, vous êtes juste de la chair à canon d'oligarques qui sont en place à Kiev, qui se servent de vous, qui sont très contents de vous avoir sur le front, parce que pendant que vous êtes en train de vous battre, eh bien eux ils sont en train de faire leur business en Ukraine. Ilovaisk, juillet 2014, fessée monumentale pour l'armée ukrainienne, par des mecs dans le Donbass qui sont des mineurs, qui sont des profs, qui sont des gens ordinaires, qui sont organisés, qui sont... Attendez, J'ai trois amis qui sont morts à Ilovaisk. Ah oui, eh bien- Ce n'était pas la fessée. N'était pas la fessée, c'était l'armée russe. Ok. C'était l'armée russe. Ok. L'armée russe a encerclé Ilovaisk. Ouais, D'accord? L'armée russe a encerclé Ilovaisk. Elle a dit aux soldats du bataillon Donbass d'ailleurs, qui sont des natifs du Donbass, elle a dit: vous allez avoir un corridor, vous allez pouvoir sortir. Les gars, ils sont sortis, ils sont morts. Ils sont morts. J'ai 3 amis, tous natifs de Donetsk. Tous natifs de Donetsk, qui sont morts. Et c'est l'armée russe. Enfin, qui peut croire qu'un mineur puisse piloter un PTR, puisse piloter c'est dire un l'état, char? c'est dire Enfin, l'état. mais faut arrêter, quoi. C'est dire l'état de l'armée ukrainienne. L'état de l'armée qui n'en est pas une. Et à côté Mais de ça, attendez. on a un mineur qui s'est Attendez. tiré avec un char, Attendez. qui s'est tiré à l'artillerie. C'est tout à fait commode, c'est vrai. Alors- N'importe quel mineur sait gérer un char de 50 tonnes. Il n'y a pas de souci. Alors, pendant que l'armée, je voudrais dire, c'est pendant que l'armée ukrainienne est en train de se prendre une déculottée à Ilovaisk, qu'est-ce qu'il fait Poroshenko, l'homme pour lequel vous battez? Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, on se bat pour l'Ukraine, vous battez pour l'État qui est derrière, qui paye les soldes, Je ne suis pas qui tient les lois. comptable Mais- du gouvernement Attendez. ukrainien. Ok. Comme vous considérez que l'Europe est un continent, je ne suis pas comptable. Je ne suis pas comptable de Poroshenko. D'accord. Mais vous, alors, quand l'armée ukrainienne et les mercenaires et les milices avant qui se battent avec eux sont sur la ligne de front, ils se battent pour qui? Ils se battent pour le président de l'Ukraine, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, parce que c'est lui qui paye les soldes, et c'est lui qui s'occupe de l'organisation de cette armée-là. Pendant que l'armée ukrainienne, je vais peut-être réussir à la placer celle-là, est en train donc du coup de fuir, Poroshenko, le président qui a été mis en place par l'Euromaïdan, est en train de monter une société dans les îles Vierges britanniques. C'est dans les Panama Papers. Vous dites que l'armée américaine, l'Amérique n'est pas du tout présente en Ukraine. C'est faux, c'est archi faux. Ils sont là depuis le début. Victoria Nuland, elle a payé 5 milliards de dollars. Mais arrêtez vos... Non mais... si vous faites des onomatopées... Ouais. Non mais... C'est n'importe quoi. Attendez. Écoutez, vous intervenez après, on laisse d'abord terminer le... Non, c'est n'importe quoi. Qui est-ce qui a... Mais on peut remplacer une ou pas là? Qui est-ce qui arrive? Steve Brennan, le patron de la CIA. Quand il commence à avoir des problèmes dans le sud-est, c'est le patron de la CIA en personne qui arrive à Kiev et qui place un ancien diplomate ukrainien qui était en poste aux États-Unis à la tête du SBU, du service des renseignements de l'État ukrainien. Ça, c'est la réalité. Quand vous avez les événements dans l'Est ukrainien, ce sont les Américains qui prennent le commande. Et du reste, quand il y a des soldats ukrainiens qui sont hospitalisés, ils reçoivent de la part de soldats américains, de l'armée américaine en Europe, des médailles de l'OTAN. Et ça, c'est une réalité. Et quand Steve McCain, juste avant Noël, John McCain, qui arrive, qui est responsable quand même au Sénat américain des affaires militaires, il arrive sur le front et il dit: battez-vous, Ukrainiens, votre combat, c'est le combat de l'Amérique. Et ça, s'il était dit il y a 3 semaines, donc arrêtez de me dire, ouvrez les yeux, vous êtes des pions, vous êtes des marionnettes d'une guerre d'une guerre entre d'autres puissances qui sont plus fortes. C'est dommage. Quand je dis vous, je ne parle pas des Ukrainiens. Je parle de ces nationalistes ukrainiens qui se fourvoient dans une guerre, qui pensent qu'ils ont un peu de pouvoir parce qu'ils ont une Kalachnikov entre les mains et qui ne voient pas que derrière il y a un jeu qui est plus important. Ils se font avoir et ces intérêts sont entre Kiev, Washington et Moscou.
Je vais juste poser une question. Alors. Donc, on va résumer. Les mineurs du Donbass ont foutu une déculottée à des Américains qui sont la première armée au monde. Voilà. Et en fait, non. Donc, il y a une présence militaire américaine qui est à Lviv. Les Vietnamiens ont mis une déculottée aussi, hein, vous savez, c'est pas compliqué. Oui, mais ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir. Il y a quoi ? Il y a 500 militaires russes à Lviv, américains, qui entraînent des soldats ukrainiens. Et à côté de ça, on fait de l'autisme sur le fait qu'il y a des divisions entières russes qui se battent dans le Donbass. Voilà. Le général Mouzhenko, le chef de l'armée d'Ukraine, dit qu'il ne se bat pas contre l'armée russe. C'est la propagande américaine, ce sont les médias, c'est Libé, c'est Mediapart et tout ça qui disent que l'armée russe est sur place. Moi, quand je vais au Donbass et que je parle avec les militants qui sont sur le front, ils regrettent que l'armée russe ne soit pas là. Donc prochaine question. Donc justement on a parlé de beaucoup d'interventionnisme, de propagande. On voit justement sur le conflit ukrainien que la propagande russe tourne à plein régime en fait, notamment avec de nouveaux médias et le soft power russe commence en fait tout simplement. On peut le voir à travers Sputnik News ou Russian Today, un peu plus sérieux quand même. Donc c'est d'ailleurs les agissements russes inquiètent ses voisins, les pays baltes, même la Biélorussie de Loukachenko, qui se pose des questions et qui d'ailleurs est plutôt favorable en fait à la souveraineté de l'Ukraine et à son intégrité nationale. Donc on a beaucoup parlé justement de l'interventionnisme américain, mais d'ailleurs aussi on peut voir aussi à la tête des nouvelles républiques populaires sécessionnistes, des personnes qui sont aussi des oligarques, qui étaient hauts fonctionnaires sous l'URSS et qui ont fait ensuite leur argent à la destitution de l'Empire soviétique. Donc justement c'est la prochaine question. Comment analyser justement les agissements russes qui inquiètent ses voisins et qui s'expriment de façon claire avec l'annexion de la Crimée, et justement quelle est la légitimité du référendum populaire et des agissements russes en Crimée. Voilà. Très bien. Mirkovic, vous pouvez commencer. Chaque puissance a une zone d'influence, qu'on le veuille ou pas. La France a sa zone d'influence, l'Allemagne a sa zone d'influence. L'Ukraine peut avoir peut-être sa zone d'influence, et la Russie en a une, c'est évident. La Russie ne va pas laisser une guerre éclater sur sa frontière, c'est pas du tout dans son intérêt. Surtout une guerre où on la pointe du doigt. Surtout une guerre où, quand on sait lire entre les lignes et qu'on comprend ce qui se passe au niveau international, une guerre qui peut viser Moscou demain, quand on attaque une population russophone. Donc, et qu'on vise derrière Poutine. Il ne faut quand même pas penser que le doigt pointé sur Poutine, ça date de l'Ukraine. Poutine n'a pas voulu jouer le jeu des oligarques occidentaux. Il est déjà des oligarques russes, il en a mis un paquet en prison. Il a pris leurs biens, donc il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on fait ça. Ensuite, Poutine, il rêve d'une Russie. Oui, il rêve d'une Russie forte. Quel pays ne rêve pas d'un pays fort ? En France, on veut une France molle. On va en sortir dans quelques mois normalement, mais qu'est-ce qu'on va avoir après ? J'en sais rien. Mais c'est ça le but. Chaque pays veut une puissance, veut être une puissance. Et il est en train de restructurer, reconstruire une puissance russe. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mauvais pour un pays de voir ça ? Est-ce que c'est lui qui a attaqué l'Ukraine ? Non. Quand on parle, je vous dis, quand S'il vous plaît. Bien, Bives et Butthead qui sont parmi nous, quoi. Super. Et donc, du coup, est-ce que c'est lui qui attaque ? Non. Ce sont les Ukrainiens, enfin des Ukrainiens nationalistes qui partent leur Maïdan qui a foiré, qui a complètement foiré, surtout dans ces situations où là, maintenant, aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui commencent à se poser des questions sur l'avenir de l'Ukraine. Avant ça, regardez la Biélorussie qui est juste à côté. La Biélorussie vit indépendamment. Vous parlez de Loukachenko. Enfin, moi, j'ai pas vu de révolution ou de prise de position particulièrement hard de Loukachenko à l'égard de la Russie. Mais c'est normal que la Russie défende sa zone d'influence. Surtout qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine
est un pont entre la Russie et l'Europe. Et je le répète, l'ambition des Américains, en tout cas jusqu'à Trump, on va voir ce qui se passe, l'ambition des Américains, depuis Spikeman, Mackinder, ils ont très bien, enfin, qui sont des géopolitologues américains, ont très bien identifié que l'Ukraine est ce pont entre la Russie et l'Europe, et c'est dangereux pour les intérêts des Américains, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on allie la puissance de frappe de l'industrie allemande aux ressources premières russes? Le savoir-faire français, vous avez là la véritable puissance mondiale qui peut émerger. Si demain, à Moscou, à Paris, à Berlin, à Kiev, on s'entend pour travailler mieux, pour travailler ensemble, pour acheter nos produits entre nous plutôt qu'aux autres, faire une véritable Europe qui n'est pas forcément l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle va devenir l'Amérique là-dedans? Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que la Russie doit surveiller, et l'Ukraine, c'est dans la zone d'influence, parce qu'il y a des russophones, parce que c'est historique. Je rappelle que Kiev, le fondateur de la ville de Moscou, Rouri Dolgorouki, les princes de Kiev. Non, Kiev fait partie de l'histoire de Moscou, donc c'est normal que les Russes s'y intéressent. Et cette volonté de puissance est saine et naturelle, et c'est donc normal qu'ils regardent ce qui se passe sur leurs frontières. Et je vous rappelle que les Américains, ils ont quand même essayé d'apporter la guerre autour de la Russie en Afghanistan, en Géorgie, en Tchétchénie. À chaque fois, qui est-ce qui attaque la Russie dans cette histoire ? Donc c'est ça, il faut savoir lire quand même la géopolitique, il faut savoir lire l'histoire contemporaine, connaître l'histoire de cette région-là, avant de dire, voilà, l'hégémonie russe. Est-ce qu'ils ont un peu de volonté? Oui, certainement. Comme la France en a, comme elle a eu à travers tout le temps. On est très content de pouvoir dire qu'à une époque, le français était parlé dans toutes les cours européennes. Oui ou non? On est content de pouvoir dire ça. Alors pourquoi est-ce que les Russes n'auraient pas le droit d'avoir cette volonté? C'est quelque chose de tout à fait normal. La limite, c'est à partir de quand est-ce que c'est imposé, ou à partir de quand est-ce que c'est une adhésion culturelle, historique, c'est tout. Aujourd'hui, Google, on parle de, vous aimez bien Internet, je sens bien, là, Google en Ukraine, la plupart des recherches, beaucoup de recherches se font en langue russe, parce que la langue russe donne accès à de la culture, donne accès à tout un tas de sujets, d'auteurs, qu'on n'a pas forcément dans la langue ukrainienne. Ça ne veut pas dire que la langue ukrainienne est mauvaise. Je parle le serbe c'est pareil, on n'a pas accès avec juste la langue serbe à l'ensemble de la culture de tous les écrivains du monde, mais c'est quand même bien d'avoir accès à une langue qui donne accès à cette culture-là. Donc du coup, il faut pas avoir, et il faut sortir de ce schéma logique. C'est le fait Poutine égale monstre fait partie de la stratégie de démonisation des ennemis de Washington. C'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein, c'est ce qu'ils ont fait avec Milosevic, c'est ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, et c'est ce qu'ils ont fait avec Bachar el-Assad. Donc il faut sortir un peu de ça et regarder la réalité de ce qui se passe dans cette région. Alors, Poutine a juste remplacé un groupe d'oligarques par un autre groupe. Emprisonner Khodorkovsky, c'est pas dur. Contraindre à l'exil 2-3 autres oligarques qui sont par définition complètement hors sol par rapport à leur pays, c'est pas dur non plus. La vérité, c'est que l'État russe est un État faible. Je ne parle pas du personnage de Poutine, je parle de la constitution de l'État russe. L'État russe est un État faible et il faut essayer de percevoir cela. Par exemple, l'État russe est incapable de lever des impôts plus que la flat tax qu'il a instaurée, parce qu'il n'a pas toute l'ingénierie, il n'a pas toute l'administration pour le faire. Il se cache derrière un impérialisme renouvelé de Poutine. Poutine, au début de son mandat, au début donc des années 2000, était quand même très pro-américain, il était quand même très pro-Europe. Il a fait la volte-face vers 2010. Vers 2010, le rouble commence déjà à plonger, la crise économique en Russie couve. Il lui a fallu un espèce de paravent qui est ce nationalisme retrouvé, avec un esthétique toujours très inspiré de l'URSS, donc des étoiles rouges, de Staline, et donc les voisins de la Russie, qui ont quand même passé 70 ans d'occupation soviétique derrière eux ne voient pas ça d'un bon œil. Il faut aussi rappeler qu'il y a quand même quelque chose, il y a un instrument qui s'appelle le Conseil OTAN-Russie. Voilà.
L'OTAN, c'est quoi avant 2013? C'est à peu près, sur le flanc oriental, c'est 70 avions de chasse. Donc si la Russie est menacée par 70 avions de chasse, c'est que franchement, c'est pas une grande puissance, quoi. Ceci dit, il y a toute une reconstruction de l'impérialisme qui se fait au travers des interventions, par exemple en Tchétchénie. Mais ça, encore, je vois pas où est la main des Américains en Tchétchénie, puisque c'est une opération intérieure. La Tchétchénie faisait partie de la Russie, ça n'a rien à voir avec la guerre de Géorgie, ça n'a rien à voir avec l'intervention en Ukraine. Il faut aussi se mettre dans la place de tous ces pays orientaux, la Pologne, les pays baltes, oui, qui sentent la menace. Mais nous, on est quand même 3000 km derrière. Donc, pour nous, ça n'est pas tangible. Pour eux, ça l'est beaucoup plus quand même. Ça l'est beaucoup plus. Les pays baltes, ils ont quand même dû arracher leur indépendance. Il n'y a pas non plus, on va dire, de volonté russe de créer un partenariat d'égal à égal avec son étranger proche. Et ça, pour ça, l'Ukraine, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire que la Russie, on parle de peuple frère, n'a jamais pu proposer un projet civilisationnel correct, d'égal à égal, entre ces deux pays. Ça n'a pas existé. Pendant que Yanukovych essayait de se dépâtir entre le Maïdan, Bruxelles et tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faisait, Poutine? Il était à Sotchi. Il célébrait le renouveau russe, mais à côté de ça, il n'y a pas de projet vraiment tangible, de projet civilisationnel. L'Union eurasiatique, c'est une Union européenne. D'accord? La Russie, avec les anciennes républiques soviétiques, c'est un espace Schengen. Tout le monde va et vient comme on veut. D'accord? Mais c'est du moment que le régime en place dans ces républiques soviétiques reste inféodé aux intérêts russes. C'est à chaque fois pareil. La Géorgie, quand même, on ne va pas venir me dire que la Géorgie a attaqué des minorités russes pour qu'un pays de 150 millions d'habitants l'aplatisse complètement, quoi. Enfin, je veux dire, il faut rester logique. Il y a, au niveau de la Crimée, par exemple, moi je vais vous dire tout de suite, c'est peut-être un peu iconoclaste, je ne me bats pas pour une Crimée ukrainienne. Voilà. Je suis déjà allé en Crimée. J'ai vu quand même que oui, il y a même, j'irais que sans propagande, le référendum aurait abouti à l'indépendance, enfin au rattachement. Le problème, encore une fois, avec les Russes, c'est comment c'est fait. C'est-à-dire que on entre dans l'Assemblée régionale, armée, et on menace les députés, s'ils ne votent pas correctement, de les passer par les armes. Voilà, l'annexion de la Crimée, ça ouvre vraiment la boîte de Pandore au niveau des relations internationales. Ça veut dire, voilà, je vais faire encore un parallèle avec la Serbie. On a une puissance étrangère qui vous a amputé d'une partie de votre territoire. Et là, vous êtes en train de soutenir un pays, qui est la Russie, qui ampute une partie de son territoire à l'Ukraine. C'est incohérent. C'est incohérent. Et pourquoi la Crimée veut le rattachement? Il faut aussi quand même bien voir que les Tatars de Crimée, qui étaient quand même la population d'origine, a été massivement déportée. Massivement par Staline, qui les a remplacés par des bons petits bolcheviks, des bons petits Russes. Il y a des bases à Sébastopol, oui, c'est vrai, il y a des intérêts russes. Ceci dit, il y a vraiment la façon de faire qui est détestable. Et là, elle ouvre un nouveau chapitre des relations internationales. Et en fait, qu'est-ce que dit l'annexion de la Crimée? Elle dit que si vous n'avez pas l'arme nucléaire, votre territoire n'est pas sanctuarisé. Peu importe les mémorandums que vous avez pu signer avec les plus grandes puissances mondiales,
si vous n'avez pas cette arme-là pour vous protéger, on peut toujours vous amputer d'une partie de votre pays, sans que personne ne moufte. Voilà. Et cette façon d'envoyer des colons après avoir déporté ou affamé une partie de la population locale, on la retrouve aussi en Ukraine. Je vais rappeler quand même, Golodomor, c'est 4 à 6 millions d'Ukrainiens qui meurent de faim dans une famine organisée. C'est un génocide. C'est un génocide. C'est d'ailleurs... Le Golodomor est d'ailleurs le fait historique qui a donné à l'ONU le terme de génocide. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait pour repeupler l'Ukraine? On a envoyé des bons petits colons russes. Et je suis tout à fait au courant de ça, parce que ma belle famille, ce sont des colons russes. À Lugansk, par exemple, on parle russe. Par contre, il suffit de faire 15 minutes de voiture, on arrive dans un village, et bam, on parle ukrainien. Bah oui, parce que dans les villages, ils ont beaucoup mieux résisté à la famine. Alors que, en ville, c'est du russe. Et ma belle famille, elle se sent ukrainienne. Elle se sent ukrainienne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est tout un procédé qu'il faut analyser. C'est tout un procédé d'affaiblissement, de remplacement et de mise sous coupe réglée. C'est uniquement ça. C'est vraiment de la rhétorique. C'est vraiment de la rhétorique nationaliste qui vole pas très haut. Là. C'est navrant d'en arriver là. Il faut quand même lire un peu des livres d'histoire de temps en temps. Le sud de l'Ukraine, qui est-ce qui a délogé l'Empire ottoman du sud de ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui? C'est pas l'armée ukrainienne, c'est pas l'État ukrainien. Je vous le rappelle, il n'existait pas. Il n'y en avait pas avant le XXe siècle. Ce sont S'il vous plaît. Et les Cosaques ont demandé, on l'a déjà vu là tout à l'heure, ils ont demandé en 1649 de se mettre sous Alexis Ier. Et du reste, vous le savez, ça je vous le dis, je pense qu'il ne faut pas être malhonnête. Vous savez, il y a un truc qui est marrant, je fais une petite aparté. L'hymne national ukrainien, c'est «L'Ukraine n'est pas encore morte», mais c'est pris d'un poème de Pablo Buczynski. Et donc du coup lui il dit, je pense, je sais plus comment va lui en gros, c'est donc on prend l'hymne national avec toutes les paroles sauf qu'on enlève une partie. On enlève une partie et c'est cette partie qu'on enlève, c'est Bogdan, notre vénéré Hetman, pourquoi as-tu cédé l'Ukraine à ces infâmes Moskales? D'accord? Donc du coup, même dans le milieu nationaliste ukrainien, on sait que de toute manière, les Cosaques se sont alliés avec les Russes. Et c'était pas grave. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas cette espèce de nationalisme, je veux dire, limité. Le nationalisme, il peut y avoir un nationalisme intelligent, il peut y avoir un nationalisme limité. Là, on est clairement en train de parler d'un nationalisme clairement limité, parce que la nation ukrainienne n'existe pas. On ne parle pas d'Ukraine. L'Ukraine, c'est un terme qui a été désigné et par les Polonais et par les Russes pour désigner leurs frontières. Concernant la Crimée, c'est normal, c'est pas du tout une annexion, c'est une réunification de ce qui se passe en Crimée. La Crimée, on se sent russe en Crimée parce que ce sont les Russes qui ont récupéré, ils se sont battus, c'est le sang russe qui a été versé dans tout le sud de l'Ukraine et dans la Crimée pour chasser l'Empire ottoman. Et ça, c'est une réalité historique. Comment est-ce que la Crimée est arrivée dans le territoire de l'Ukraine aujourd'hui? C'est Khrouchtchev qui, en 1954, pour commémorer les 300 ans d'union de l'Ukraine à la Russie, offre la Crimée. Donc il prend la Crimée, il la rattache directement à l'Ukraine, sans demander leur avis aux Criméens, qui du jour au lendemain se retrouvent ukrainiens. Donc du coup, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je le disais, il y a une construction idéologique derrière l'Ukraine qui a été inspirée par les bolcheviks, qui pensaient qu'il suffisait de mettre des peuples ensemble, de mettre un dictateur au-dessus de tout ça et que ça marcherait parce que c'est marche ou crève. Et on voit bien que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas forcer. Il y a des limites. La Crimée, clairement, quand on leur a donné l'opportunité, ils sont repartis dans le giron russe. Et il y a eu plusieurs référendums. Je vous rappelle qu'en 91, l'Ukraine fait un référendum pour demander l'indépendance de l'URSS. La Crimée en fait un aussi. Elle veut demander son autonomie. Donc du coup, et ça c'est normal, et du reste, en 94, dans les élections législatives, les premières élections législatives d'Ukraine, dans le Donbass,
Il y a un référendum qui est fait en même temps que des élections, et les habitants du Donbass demandent la fédéralisation. Ils demandent qu'on reconnaisse la langue russe. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est une découverte que pour ceux qui découvrent l'Ukraine aujourd'hui. Ça n'est pas du tout un secret. Dès les années 90, on voyait ça se poindre. Et vous ne pouvez pas régler ce problème si une partie de la population commence à pointer l'autre population du doigt en disant « vous êtes les suppôts de Poutine ». Ça marche pas, au contraire, ça va pas marcher du tout, ça va foirer. On va se retrouver avec une Ukraine qui va être vraiment coupée en deux, sachant que même des nationalistes ukrainiens de l'Ouest, de Galicie, commencent eux aussi également à demander leur indépendance de l'Ukraine et à dire on va faire cavalier seul, puisque visiblement le Kiev et l'Ouest, vous n'arrivez pas à vous entendre, on va essayer de rentrer dans l'Union européenne tout seul. Donc du coup, voilà la suite de ce nationalisme primaire, où on montre les autres du doigt, où on dit nous on est les meilleurs, nous on est les plus forts, mais voilà, et on invente une histoire qui n'est pas la sienne. On a le droit d'être fier de faire partie du peuple dont on est issu, il ne faut pas non plus rentrer dans la mythomanie et d'inventer des choses. Donc pour la Crimée, c'est clair, demain imaginez François Hollande demain qui dit je donne la Normandie aux Anglais, et tout le monde dirait ça n'a aucun sens. Et au bout de 50 ans, on va faire un référendum. En Normandie, vous pensez qu'il va dire non, on reste anglais? Mais bien sûr que non. Donc ça c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé en Crimée. Donc c'est juste une réunification, ça n'a rien à voir avec le Kosovo. Alors, dans le Donbass, en 2014, ils ont fait leur référendum pour demander le rattachement à la Russie. Non pas parler de fédéralisation ou de reconnaissance de langue russe. Le référendum, la question, c'était « Voulez-vous le rattachement du Donbass à la Russie ?» J'ai parlé de 94. Le problème, c'est que maintenant, ce qu'on demande, c'est un de vos éléments de langage, c'est la fédéralisation. On ne parle plus dans le Donbass d'indépendance. C'est ça qui est marrant, parce qu'on parle de nationalisme, de machin, de trucs, mais voilà, on a quand même des gens où on demande soi-disant le rattachement, et au final, non, finalement, on va s'arrêter en cours de chemin. L'autonomie ou la fédéralisation, c'est très bien. C'est vrai que les Irlandais, par exemple, dans leur combat, moi je les vois bien dire aux Anglais à un moment donné, finalement l'autonomie c'est très bien quoi. Non. La question par exemple de la Crimée, et je le répète, c'est la façon dont ça a été fait. C'est le chapitre que ça ouvre au niveau des relations internationales. Et là c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vous remercie. Alors j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été assez rapidement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire sur la réalité des forces militaires en présence des deux côtés de l'Ukraine. Alors on a entendu parler du côté de l'Est de mercenaires américains, je pense notamment à Blackwater. On a entendu également parler de milices politiques, intégrées d'ailleurs à l'armée régulière. Et de l'autre côté, on a entendu parler alors de mercenaires de Poutine, de mineurs, de milices populaires. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Blackwater, s'il y avait eu vraiment des mercenaires de Blackwater, j'imagine que les Russes en auraient fait prisonniers, au même titre que les Ukrainiens ont fait prisonniers des soldats du GRU, qui est donc le service de renseignement militaire russe en Ukraine. Or, finalement, on en est resté à un espèce de délire qui est de dire il y a des milices de Blackwater. Personne n'en a jamais vu. Il y a eu des volontaires étrangers. Il y en a dans cette salle. Par contre, c'est resté toujours un phénomène assez marginal par rapport à ce qui nous occupe. Il y a des bataillons ukrainiens qui ont intégré des volontaires étrangers. Est-ce que ça fait d'eux des mercenaires de Blackwater ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Encore une fois, où est la preuve que Blackwater se bat en Ukraine ? Non. Non. Moi, je suis allé plusieurs fois et j'ai vu le début des combats en 2014. J'ai vu surtout des bataillons sous-équipés, mais très motivés, qui ont stoppé l'armée russe, qui ont stoppé l'avancée de l'armée russe. Et où est
où est la manifestation vraiment de cette espèce de croyance qu'on a encore lancée sur les réseaux sociaux en disant on a trouvé des douilles de l'OTAN, nanana. En fait, la seule preuve apportée à ça, et elle est vraiment très basique, c'est de dire on a retrouvé des tenues des armées de l'OTAN sur des cadavres ukrainiens. Alors, moi je vais vous le dire tout de suite, j'achète des tenues pour les soldats ukrainiens. Je vais dans des surplus militaires, j'achète des tenues de seconde main. Et forcément, il y a le blason de l'armée allemande, il y a le blason de l'armée anglaise. Je les achète, je les envoie là-bas. J'imagine maintenant que celui qui revêt cette tenue est un mercenaire de Blackwater. C'est très crédible. C'est très crédible. Ensuite, sur le mouvement des bataillons, il faut bien savoir une chose, c'est que l'Ukraine n'a jamais eu d'armée. En 2014, l'armée ukrainienne se résume à 10 000 hommes en état de combattre. C'est rien. C'est rien pour un pays de la taille de l'Ukraine, de 45 millions d'habitants. C'est vraiment, c'est peanuts. Hein. Et pour ça vient du fait que les différents gouvernements oligarchiques ont toujours préféré de favoriser le SBU, qui est cette police secrète. Donc, l'Ukraine, en 2014, n'était pas prête à cette guerre. On lui a imposé. Je veux dire, 10 000 hommes, franchement, c'est ridicule, quoi. Et par contre, là où l'Ukraine n'est pas encore morte, mais n'a jamais été aussi vivante, c'est que dans tout le pays, on a vu un mouvement de volontaires secrets, avec des bataillons. Les plus fameux sont Azov, sont Donbass, les Dougs de Pravi Sector, Ouda. Et ces gens-là, encore une fois, ils ne se battent pas pour l'OTAN, ils ne se battent pas pour l'Union européenne. Ce sont des patriotes sincères. Ils se battent pour leur pays qui a été envahi. Et ce sont eux qui ont arrêté l'avancée de l'armée russe. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu donc l'opération dite opération ATO, Anti-Terrorist Operation, qui a débuté en mai 2014. À ce moment-là, l'armée ukrainienne, aidée par les bataillons, a repris beaucoup de terrain sur les fameux mineurs du Donbass. Et il est arrivé que le Kremlin a vu que ça pouvait très très mal se terminer pour ces petites affaires, et ont envoyé des unités régulières de l'armée russe, dont certaines sont des unités d'Extrême-Orient russe, parce que le mineur bourriate du Donbass, il n'existe pas. Hein, il n'a jamais été dans le Donbass avant, il ne savait même pas où se trouvait le Donbass avant. Et là, ils ont complètement renversé la vapeur. Et on l'a vu notamment à Ilovaisk ou au Debaltseve, où on a quand même des opérations assez évoluées, encore une fois, pour des mineurs, qui encerclent des forces armées, et qui parfois même les massacrent. Hein. Il faut bien le savoir. Et à partir de là, donc, se constituent les forces armées ukrainiennes. C'est à partir de cette colonne vertébrale, de ces bataillons de volontaires, que se constituent les forces armées ukrainiennes, la garde nationale et l'armée en tant que telle. Mais finalement, voilà, encore une fois, on évalue à combien le nombre de volontaires étrangers. Côté ukrainien, il n'a jamais dépassé plus de 500. Et quand je parle de volontaires étrangers, là c'est très drôle, parce que quelle est la première nationalité après l'Ukrainien chez Azov? Ce sont des Russes. Ce sont des Russes qui sont venus se battre côté ukrainien, parce qu'ils considèrent, des nationalistes russes, qui considèrent que Poutine n'est pas leur allié. Et il y en a énormément. Moi, j'ai soigné, au travers des organisations que je soutiens, des soldats russes
des soldats qui se sont battus au sein même de Pravi Sector. Bravo, gloire à eux. Et donc, voilà où est la russophobie. Voilà où est la russophobie. Il y a des soldats russes qui se battent avec des soldats ukrainiens. Et voilà, ils partagent le même combat, ils partagent la même tranchée. La première nationalité étrangère dans ces bataillons-là, c'est russe. C'est pas américain, c'est pas péruvien, c'est pas je ne sais quoi. Ce sont des nationalistes qui ont vu que l'équipée sauvage de Poutine allait mener la Russie à sa perte à terme. Voilà. Et il y a quand même un minimum de respect à avoir pour ces gens-là, qu'on qualifie de nazis, qu'on qualifie de nationalistes médiocres ou je ne sais quoi. Excusez-moi, mais... Primitif, voilà, c'est très bien. Il y a quand même un respect à avoir par rapport à ces gens-là qui mettent leur vie au bout de leurs idées. Voilà. Et il n'y a pas à expliquer les grandes cartes de géopolitique ou de choses comme ça. Ce sont des gens qui ont pris leur courage à deux mains. Alors on va me dire, oh, ils ont été manipulés, ceci, cela. Ça dure quand même depuis 3 ans, cette histoire. Ça dure quand même depuis 3 ans que l'Ukraine est solide, que l'Ukraine est vivante. Il suffit d'aller à Kharkiv. À Kharkiv, il y a des drapeaux ukrainiens partout. À Soumy, qui est à quelques encablures de la frontière russe, la ville est calme. La ville fait son devoir pour fournir à la zone ATO des denrées alimentaires, des vivres. Il est vraiment très intéressant de voir ce mouvement de volontaires se constituer à travers l'Ukraine. Les meilleurs volontaires que je connais, ils viennent de l'Est ukrainien. Alors encore une fois, on va dire, ils sont manipulés. Là, ça fait quand même beaucoup, parce que Azov a été créé dans l'Est ukrainien. Yarosh, il vient de Dnipro. Donc, à partir de là, les meilleurs volontaires qui sont russophones et qui se battent pour leur pays et qui se sentent ukrainiens, je ne vois pas en quoi il faut dire qu'il y a plusieurs Ukraines, il faut dire qu'ils sont manipulés, ceci, cela. Non. Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes qui mettent leur vie au bout de leurs idées. Comme... du côté du Donbass, certains sont sincères. Et je n'irai pas les affubler de sobriquets comme nationalistes primitifs, néo-staliniens bolcheviques ou je ne sais quoi. Non, il y a quand même un minimum de respect à avoir pour l'adversaire. Et ça, c'est... Alors, non. Si on veut respecter l'adversaire, on va quand même le laisser parler. Oui, d'accord. Mais ça, justement, c'est quelque chose... C'est quelque chose dans la propagande russe qui est très présente. C'est à chaque fois, c'est de déshumaniser. Alors, je ne dis pas que côté ukrainien, ça n'existe pas, qu'on n'essaye pas de déshumaniser. Des imbéciles, il y en a partout. Par contre, il y a quand même une certaine dignité à avoir et un certain respect par rapport aux gens qui se battent sur place. Voilà, c'est tout. On peut tout à fait avoir du respect pour son adversaire, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est un principe de guerre. Mais si votre adversaire est en train de non pas se tirer une balle dans le pied, mais de se tirer une balle dans la tête, au bout d'un moment, vous pouvez aussi dire que cet adversaire est en train de desservir sa propre cause et fait du mal, in fine, quoi. Donc du coup, c'est pas parce que celui qui est en face de vous a une arme que celui pour lequel il se bat n'est pas en train de l'utiliser, n'est pas en train de le manipuler. Je vous rappelle comment ça s'est passé un petit peu le Donbass, comment est-ce qu'on est arrivé là. Kiev, l'Euro-Maïdan, donc ceux qui veulent rentrer dans l'Union européenne, qui veulent des visas pour rentrer dans l'Union européenne, vire Manu Militari, le président qui est élu, le président d'Ukraine. Ce président, il a été élu avec des voix de partout en Ukraine, dont beaucoup de voix dans le Donbass. Ce président est élu Manu Militari, et il est viré par la force, alors qu'un accord avait été signé la veille au soir pour qu'on puisse refaire des élections en Ukraine. Les euromaïdanistes ont préféré faire un coup d'État. Et Friedman, le patron de Stratfor, qui est un think tank américain, pas annexe, mais on va dire shadow, on dit cabinet de la CIA, dit que c'est un coup d'État. C'est comme si l'on n'avait jamais vu un de sa vie, c'est un américain. C'est évident que c'est un coup d'État.
Il y a un mois avant ce coup d'État, donc du coup fin février, on a des enregistrements où c'est la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland qui est en train de parler avec Jeffrey Payette, l'ambassadeur américain en Ukraine, et ils sont en train de décider qui va être le prochain Premier ministre et qui sera le prochain président. Et il part de Yatsenyuk, et il part de Poroshenko, et il part de Klitschko, un mois avant qu'il y ait ce coup d'État. Et comme par hasard, le coup d'État arrive, et qui est-ce qu'on voit arriver ? Yatsenyuk, Klitschko, Poroshenko, parce que les Américains avaient décidé que ça serait un coup d'État. C'est évident que c'est un coup d'État. Maintenant, dans le sud-est, dans le Donbass, vous avez vu un coup d'État, vous avez élu un candidat, vous croyez à la démocratie, vous avez mis votre bulletin dans l'urne, et vous pensez que vraiment il va se changer quelque chose. Vous voyez votre candidat se faire virer manu militari par des gens qui crient on va pendre les moscovites, les moscovites au couteau. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Ils ont dit on prend nos régions en main. Parce que nous, on ne marche plus avec vous. Ils ne sont pas allés à Kiev faire la guerre, ils étaient chez eux. Ils ont pris leurs administrations, leurs écoles, ils ont dit leur base militaire, ils disent c'est à partir d'ici, c'est chez nous. Le mouvement du Donbass, c'est un mouvement chouan. C'est un mouvement chouan où le pouvoir légitime a été viré par la force pour imposer un pouvoir qui allait faire du mal à une autre région de l'Ukraine, qui allait vouloir exclure ces gens-là du pays. Ils ont pris leur destin en main. Donc du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et c'est pour ça qu'ensuite, au fur et à mesure, du coup, ils ont pris leur administration, ils ont fait deux référendums à Lugansk et à Donetsk où ils ont voté majoritairement pour l'autonomie. Et donc du coup, ça c'est la réalité. Ensuite, l'armée de Kiev est arrivée. Je ne parle pas d'armée ukrainienne, parce que contrairement à ce que vous dites, je vous dis vraiment il y a deux Ukraines. Il y a un sondage qui est sorti l'année dernière dans une revue ukrainienne qui s'appelle Segonia. Il demande aux Ukrainiens qu'est-ce que vous pensez de la Russie. 43% disent j'aime. 42 disent j'aime, 43 disent j'aime pas. D'accord ? Donc c'est moitié-moitié. Que pensez-vous des Russes ? 64% disent j'aime. D'accord ? Donc cette Ukraine-là, il y a bien une Ukraine qui aime la Russie, une haine, et une autre qui n'aime pas. Ça, c'est la vérité. Dans le sud-est, on n'aime pas ce qui s'est passé à Kiev. On a pris les armes dans une jacquerie, une chouannerie en Ukraine. Ça, c'est la réalité. Et ce sont des mineurs. Est-ce que Poutine est intervenu ? Ce sont des mineurs, ce sont des professeurs, ce sont les gens du coin, ce sont les gens de ces régions-là. C'est un bassin minier, c'est pour ça qu'on dit souvent mineurs. Et qui sont les responsables de ces deux républiques ? Un des responsables, qui s'appelle Zakharchenko, est un mineur. C'est un homme qui est allé se battre sur le front. Il est allé se battre sur le front, il a fait la guerre, il y en a des vidéos de lui, on voit des coups partir partout, et lui continue à répondre aux journalistes. C'est le type de héros dont on n'a pas beaucoup dans l'Ouest aujourd'hui, qui a fait l'admiration du peuple. C'est pas un oligarque qui ouvre des sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques, pendant que ses soldats sont en train de se battre. Poroshenko, il a même pas envoyé son fils. Alors tout le monde disait, oui, votre fils, il doit faire son armée, il doit être quelque part en train de se battre. Et on ne trouvait pas le fils de Poroshenko sur le front. Il était à Londres. Alors plus tard, on a dit, si, Poroshenko, son fils a dit, j'étais dans tel bataillon. On n'a pas de photos, c'est pour vous montrer que là, ceux qui ont manipulé ces nationalistes ukrainiens sont ceux qui sont au pouvoir, et les autres qui sont sur le front sont la chair à canon, pendant que d'autres sont en train de se faire de l'argent. Et Poroshenko, quand on parle de la présence militaire et de l'armée, par qui est-ce qu'il est conseillé ? Il est conseillé par Wesley Clark et il est conseillé par Anders Fogh Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN. Vous avez ancien Premier ministre du Danemark, secrétaire général de l'OTAN. Vous pensez qu'il est arrivé pour conseiller Poroshenko ? Pourquoi ? Pour expliquer aux Ukrainiens comment mieux développer leur maïs, comment exporter du miel ? Qui est-ce qui a imposé Wesley Clark, commandant en chef suprême de l'OTAN en 1999, celui qui est responsable du bombardement de la Serbie ? Qui est-ce qui a imposé ? George Soros, dans une discussion avec donc le milliardaire américain d'origine hongroise, qui impose Wesley Clark, le commandant militaire, le commandant de l'OTAN, à Poroshenko. Alors qu'on ne me dise pas, il n'y a pas d'Américains, c'est des nationalistes, ils viennent, il faut les respecter. Oui, peut-être, mais après toute cette histoire fleur bleue, il faut regarder la réalité des choses. Vous avez une influence américaine claire à Kiev, parce que l'intérêt, tout ce jeu, tout ce qui s'est fait, cet Euromaïdan, a été fait dans les intérêts des Américains, au détriment de toutes les populations locales, comme c'est le cas partout, chaque fois où l'armée américaine passe. Et des nationalistes ont cru qu'ils allaient pouvoir profiter de la situation pour reconstruire le pays. Au contraire, ils l'ont détruit. Je vous le dis, ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied, ils se sont tirés dans la tête, parce que leur pays risque de disparaître si ça continue comme ça. Donc, est-ce que Poutine, lui, a une influence dans le Donbass ? Certainement. Il a une guerre sur sa frontière. C'est évident qu'il va avoir une influence quelque part. Mais non, il n'y a pas d'armée russe dans le Donbass, et c'est un des responsables, le général Mouchenko, j'en ai parlé tout à l'heure, le général Mouchenko dit « Je ne me bats pas
contre l'armée russe. C'est les généraux américains, Breedlove, qui disent qu'ils se battent contre l'armée russe. Les Ukrainiens savent qu'ils ne se battent pas contre l'armée russe. Ils se battent contre des Russes. Il y a des Russes et certainement beaucoup de militaires russes qui prennent des permissions et qui vont se battre là-bas en Ukraine. Parce qu'ils sont très proches de cette population russophone. C'est évident. C'est une différence d'avoir des volontaires d'un pays qui vont se battre. Majoritairement, il y a des Français qui se battent dans le Donbass. On ne dit pas que l'armée française se bat au Donbass. Et pourtant, il y a des ex-militaires français. D'accord ? Donc du coup, ça, il faut éclairer là-dessus. Je pense que s'il y avait l'armée russe dans le Donbass, elle serait allée beaucoup plus loin que là où elle est aujourd'hui. Et que l'armée Kiev, à l'époque où il y avait 10 000 personnes, elle n'aurait pas fait 2 secondes face à l'armée russe. Donc du coup, je pense qu'il faut juste se calmer sur ce sujet-là. Et il y a une influence, c'est une zone d'influence, c'est sur la frontière russe. Évidemment, les Russes regardent ça de très près et ils apportent certainement un soutien logistique, un soutien technique, mais qui n'est pas aussi grand que... Et surtout, je vous dis, les habitants même du Donbass le regrettent. Ils le regrettent. Moi, j'ai fait plusieurs villes sur la ligne de front et je marque à chaque fois, je rigole. Si on peut rigoler dans ce genre de situation, où sont les Russes ? Où sont les Russes ? Ils disent, mais les Russes, on aimerait bien qu'ils viennent. On aimerait bien qu'ils soient là. Donc ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Quand il y a une guerre, de toute manière, la propagande, il peut y en avoir des deux côtés. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bons d'un côté et des méchants de l'autre. Ne pas comprendre, ne pas voir ce qui est en train de se tramer entre Kiev et Washington et penser que c'est juste une bataille pour la nation et tout ça, c'est louper complètement la réalité géopolitique de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui s'est passé dans plusieurs pays de l'Est européen. Donc on va passer à la dernière question parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc justement là c'est une question qui se porte sur l'avenir de l'Ukraine et du Donbass. Comment fédérer toutes ces populations malgré leurs disparités religieuses, culturelles, ethniques, linguistiques, et aussi surtout comment en fait voir cet avenir de l'Ukraine avec les bouleversements qu'on a pu voir notamment avec l'élection de Donald Trump, et surtout où voir les intérêts français en fait dans ce conflit. Je vais laisser donc Nicolas Mirkovic répondre en premier. La première chose évidemment qui est souhaitable, c'est la paix. Personne veut la guerre. Et je vous ai dit la raison pour laquelle je suis impliqué dans le Donbass, c'est parce que on a eu déjà 2 guerres mondiales en Europe. Quand on voit les faucons qu'il y avait à la tête du gouvernement Obama et la volonté qu'ils avaient à faire la guerre et à ramener la guerre en Europe, la dernière des choses qu'on a envie, c'est une 3e guerre mondiale. Il y a 1,3 milliard de Chinois, 1,3 milliard d'Inde. L'Afrique est à une démographie exponentielle. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait la guerre ? On se détruit entre nous ? Qui va venir nous ramasser la petite cuillère ? Donc la dernière des choses qu'il faut, c'est une guerre. Einstein disait je ne sais pas à quoi ressemblera la 3e guerre mondiale, mais à la 4e, on se battra avec des cailloux. Donc ça peut aller très loin. Et on n'a pas besoin de ça. Au contraire, il y a beaucoup de problèmes en Europe aujourd'hui qu'une guerre ne réglera pas, parce qu'évidemment, si la Russie rentre en guerre, pas contre l'Ukraine, ça sera forcément contre les Américains, ça aura des répercussions mondiales, ça peut aller très très vite. Et ça s'est déjà passé 2 fois ces 100 dernières années. Donc du coup, il faut l'éviter. Je pense que d'abord, on peut commencer par appliquer les accords de Minsk, qui ne sont pas clairement Minsk 2, en tout cas, qui sont clairement pas appliqués. C'est-à-dire, on retire les armes lourdes, on laisse la possibilité aux habitants du Donbass de décider eux-mêmes du choix de la vie qu'ils ont envie de vivre avec les Ukrainiens ou pas. Je pense que du coup, ça, si on commence à respecter, c'est pas parce qu'on habite dans les frontières d'un pays qui a été dessiné par Staline et Lénine qu'on a envie d'y vivre 100 ans plus tard. Donc du coup, laissons-leur le choix. Et voilà, donc du coup, s'ils veulent vivre avec le reste de l'Ukraine, qu'on leur donne aussi le respect dû à leur façon de vivre, à leur langue, à leur culture. Leur imposer une langue ukrainienne, c'est idiot, c'est contre nature. Et vous ne pouvez pas bâtir un pays où vous imposez votre langue à une autre, vous interdisez une partie de la population de s'exprimer. Et s'ils veulent vivre en autonomie, s'ils veulent se rattacher à la Russie, qu'on les laisse. C'est peut-être le prix à payer pour éviter la guerre. Et je pense qu'éviter la guerre, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, quel est l'intérêt de la France là-dedans ? À cause de cette histoire, à cause de la soumission de Paris à Washington, la France perd des milliards d'euros chaque année. Elle perd des milliards d'euros par les agriculteurs français qui exportaient massivement en Russie, qui n'exportent pas. Un agriculteur en France se suicide chaque jour. Il y a des industries entières en France, mais également ailleurs en Europe, qui sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne sont plus compétitifs, ils ne peuvent plus vendre et on leur ferme le marché russe. Les Russes, c'est pas compliqué, ils n'achèteront plus français, vous en faites pas, ils ont trouvé les pommes, les tomates, les porcs ailleurs dans le monde. Mais nous, on est en train de louper ces marchés. On a loupé la vente des Mistral. Il y avait des partenariats stratégiques intéressants au niveau militaire entre la France et la Russie. Pourquoi est-ce que la soumission de Paris à Washington a détruit ce partenariat ?
La Russie est extrêmement francophone, francophile. Si vous baladez en Russie, vous entendrez des chansons françaises. On aime la France, on se souvient qu'on parlait le français dans la cour des tsars russes. Vous avez une grande communauté russe ici en France. Ça ne veut pas dire qu'il faut détester l'Ukraine ou les Ukrainiens, ou ceux qui se revendiquent comme Ukrainiens. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je veux des bonnes relations avec les deux. Mais en tout cas, pour la France, elle s'est vraiment, là pour le coup, ridiculisée au niveau international en suivant les sanctions américaines, parce que du coup, elle est en train de perdre économiquement et stratégiquement. La France, au contraire, aurait dû tout faire pour dire « je ne suis pas Washington, je maintiens mes relations avec la Russie, et peut-être que je peux faire un pont avec la Russie pour améliorer les négociations entre les habitants de l'Ukraine, du Donbass, avec la Russie, avec les Américains. Mais certainement pas en raccrochant son wagon derrière la locomotive américaine, comme on fait depuis 40 ans. Je vous rappelle, le général de Gaulle disait, après les problèmes d'Algérie, il dit « Le plus grand problème dans la tête des Français aujourd'hui, c'est l'américanisation des esprits. » Et on est en train de parler des années 60. Eh bien, aujourd'hui, en 2017, on a encore du mal à s'en défaire. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc du coup, viser la paix. Les intérêts de la France, c'est clairement de tout faire pour arrêter les sanctions contre la Russie, continuer à faire du commerce avec la Russie, de le rapprocher. La Russie doit rentrer dans le giron européen parce qu'elle l'est naturellement. C'est notre partenaire, c'est un partenaire historique, c'est un partenaire géographique. On a tout intérêt à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et en collaborant entre ces différents pays, entre la France et la Russie, on va diminuer, dissiper ces problèmes en Ukraine ou ailleurs, parce qu'il y en a encore d'autres en Europe, et ça c'est extrêmement important. Donc du coup, une autonomie de la politique internationale française et la volonté de construire quelque chose de positif avec les Russes. Si les Russes font beaucoup de business avec le reste de l'Europe, vous allez voir que ça va régler beaucoup de problèmes rapidement, parce que du coup, on ne fait pas la guerre avec ceux avec qui on fait du business. Et je rappelle aussi aujourd'hui que la Russie est le pays qui importe le plus de produits d'Ukraine. D'accord ? Donc du coup, qu'on ne dise pas les Russes détestent les Ukrainiens, les Poutine est en train de détruire. Il y a du commerce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. C'est important, il faut l'encourager. Florian Lemarchand, vous pouvez répondre à monsieur. Alors, moi, l'avenir, comment je le vois ? Déjà, je vais être aussi un petit peu iconoclaste. Si les autorités autoproclamées du Donbass veulent leur indépendance sur les territoires qu'ils occupent, qu'on la leur donne. Donc voilà, je ne suis pas un belliciste, je ne suis pas pour marcher sur Moscou, il faut être réaliste, il faut aller de l'avant, il faut leur donner ces territoires-là. Bon. Ça, c'est, je dirais, pour le point ukrainien. Ensuite, sur le point des intérêts français, je rappellerai quand même qu'en France, l'année dernière, nous n'avions jamais vendu autant d'armes. Donc, le fait de dire que les Mistral, la non-vente des Mistral nous a porté préjudice, manifestement, c'est faux. C'est faux. Et encore une fois, il faut voir comment la Russie réagit vis-à-vis de nous, alors qu'elle nous dit qu'elle voudrait qu'on soit alliés. Par exemple, sur la vente des Rafales en Inde, on a quand même une attitude russe qui a été détestable, qui a essayé de faire capoter le deal du début à la fin. L'ambassadeur russe en Inde a dit que les Sukhoi allaient écraser les Rafales comme un vulgaire insecte. Bon, je ne considère pas ça comme étant les propos de quelqu'un qui veut devenir notre allié. Ensuite, il y a la question de l'Europe puissance. L'Europe, c'est quand même un pôle extrêmement important, un pôle économique, qui a tout pour être indépendant, que ce soit de la sphère américaine ou de la sphère russe. Au niveau des pertes que soi-disant on engrange, je suis désolé, mais faire le rapprochement entre les sanctions et le fait qu'un agriculteur se suicide tous les jours, moi, j'ai 32 ans et j'ai toujours connu l'agriculture française en crise. Donc, c'est pas parce qu'on a cessé de vendre à un pays qui a un PIB qui est similaire au Mexique qu'on va quand même plonger comme ça du jour au lendemain dans une espèce d'apocalypse. Non, c'est pas vrai. Maintenant, moi aussi, je suis pour des relations avec la Russie. Je suis pas là pour détruire un peuple, pour détruire un pays. Je suis là pour le respect des nations, pour le respect des frontières.
l'Europe, elle doit s'affirmer sur la scène internationale. Elle doit s'affirmer en étant indépendante de Washington ou indépendante de Moscou. Ça, c'est très important. Et maintenant, pourquoi on n'a pas vendu les Mistral? C'est pas pour s'allier à Washington, c'est pas pour se mettre à la remorque de Washington. C'est le comportement de la Russie depuis 2008 et surtout depuis 2010 qui a fait qu'il a fallu annuler ce deal. C'est pas la première fois qu'on annule un deal. De Gaulle a annulé des deals avec les Israéliens. Hein? Ça nous a rapporté quand même pas mal d'argent par la suite. Et encore une fois, je le rappelle, 2016, année record des ventes d'armes en France. Est-ce qu'on a besoin de la Russie? Manifestement non. Non. Est-ce qu'on a besoin de la Russie pour que l'Europe s'affirme comme une Europe puissance? Peut-être, mais pas dans les conditions de la Russie actuelle. La Russie, et là je vais citer Douguine, n'est pas européenne. Hein. Ils ne se sentent pas européens. On pose la question à un Russe, la plupart du temps, il vous dit non, hein, moi je ne suis pas européen. Alors pourquoi est-ce que nous, on veut les englober? Non, l'espace eurasiatique est un espace à part, comme l'espace européen est un espace à part. C'est tout, c'est quelque chose à respecter. L'Ukraine, c'est pareil. Moi, je ne cherche pas à couper les liens. Je n'œuvre pas pour que l'Ukraine coupe les liens avec la Russie. Encore une fois, c'est stupide. C'est n'importe quoi. Il y a énormément de familles ukrainiennes où il y a des gens qui sont en Russie et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Donc, il faut respecter quand même la volonté d'un peuple qui est de faire émerger un État indépendant. Et l'Europe aussi a une grande responsabilité là-dedans, au niveau surtout des élites, pour faire émerger une Europe puissance. On a tout ce qu'il faut pour ça. On a une industrie de l'armement qui rend vert de rage les Russes. Je veux dire, ils ont quand même 15 à 20 ans de retard sur nous. Donc pourquoi on aurait besoin d'eux finalement? Non. On a tout pour être indépendant. Le reste, après, c'est s'affirmer par rapport à Washington, s'affirmer par rapport à Moscou. Et au niveau de l'Ukraine, encore une fois, je le répète, il faut leur donner l'indépendance. Il faut arrêter cette guerre. Ça fait 3 ans que ça dure. Et de toute façon, les positions ne bougent plus. C'est une guerre de position. On s'envoie des obus sur la figure. Et finalement, voilà, ils ont fait leur demande de référendum en 2014, qui prennent leur indépendance. Sauf que maintenant, non, on parle d'autonomie, on parle de fédéralisation. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre un fil à la patte à l'Ukraine. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils réclament leur indépendance. On a eu toute une esthétique sur la Novorossia, sur machin, sur truc. Eh bien, qu'ils la prennent, mais qu'ils l'assument. Parce que bon, demander l'autonomie, demander à ce qu'on paye les retraites. Les retraites, elles sont continuées à être payées par Kiev en ce moment. Hein. Je le sais. À Lugansk, il y a le grand-père de ma femme qui est là-bas. Et il touche sur les deux tableaux. Hein. Il touche côté rouble et côté hryvnia. Ça aussi, c'est une réalité. Hein. Voilà. Donc, on ne peut pas demander l'autonomie, on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre et ne pas laisser Kiev contrôler sa frontière. C'est quand même la base d'une souveraineté, c'est de contrôler sa frontière. S'ils ne veulent pas, qu'ils prennent l'indépendance. Et on n'entendra plus parler. Et la question, elle n'est pas de soumettre un peuple ou une région. Ils vont continuer à parler russe pendant longtemps, même si moi je pense que oui, en Ukraine, il va falloir à terme parler ukrainien, il va falloir s'y mettre. Après, les choses doivent se faire d'elles-mêmes. On n'a pas à imposer les choses, surtout par rapport à des politiques qui sont véreux. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, et je pense que cette lame de fond, elle est en train déjà de se faire. Voilà. Voilà. Nous allons maintenant clore ce débat. Je ne le relancerai pas
pas en allant vous faire un exposé sur ce que l'Action française peut penser de tout ça. Simplement vous dire que nous sommes, non pas guidés par quelque affect que ce soit, ni pour ni contre d'ailleurs, aucune des parties en présence dans ce conflit. Mais en revanche, c'est vrai que l'intérêt national nous a porté, non à nous opposer à certains, mais c'est sûr à nous opposer aux menées américaines qui nous posent un véritable une véritable gêne géopolitique en Europe, d'une part, et à la politique à la fois de l'Union européenne et celle qui a été menée par François Hollande, mais aussi par ses prédécesseurs depuis trop d'années et qui vont à l'encontre de l'intérêt français. Voilà. Alors, je voudrais conclure juste cette soirée, d'abord en adressant des remerciements sincères. En premier lieu, à Nicolas Mirkovic et à Florian Lemarchand. Parce que je crois d'abord qu'ils nous ont fait passer une soirée passionnante. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon impression. J'espère qu'elle est partagée. Et je pense que malgré tout l'investissement, y compris affectif et même familial, je crois, pour l'un d'entre eux en tout cas, eh bien, ils ont su, là aussi, se respecter, même si on a compris qu'à certains moments, c'était pas facile, et on peut le comprendre, mais ils ont su se respecter, ils ont su faire de cette soirée un véritable débat, et très franchement, ça c'est quelque chose dont je les remercie, parce que nous sommes fiers à l'Action française de dire que peut-être nous sommes un des très rares, si ce n'est le seul endroit, où on peut faire ce genre de choses. Voilà, je voudrais remercier aussi ceux qui, parmi vous, dans l'assistance, étaient visiblement très impliqués dans cette histoire-là, d'avoir su répondre à nos appels au calme quand nous leur avons demandé. C'était important pour que, là aussi, le débat se passe bien. Ensuite, je voudrais remercier aussi les lycéens, les étudiants, pardon. Pour une fois que je parle des lycéens, je voudrais remercier les étudiants qui avaient donc prévu cette soirée au départ dans le cadre du cercle Charles Maurras, qui est un cercle qui a une vocation interne. Or, bien évidemment, quand on a compris que ce sujet avait eu une portée qui l'emmenait bien au-delà de la formation interne de nos étudiants, on a fait la proposition donc de le réintégrer dans le cadre du cercle de Flore, ce qui est sa vocation. Voilà. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on voit qu'aujourd'hui, le pouvoir aux États-Unis vient de changer, et c'est un changement qui s'annonce quand même de taille et lourd de conséquences. Quand je vois qu'en France, nous sommes à la veille d'une élection dont on ne sait pas encore ce qu'elle va nous donner, mais très franchement, tout porte à croire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer en France aussi, et peut-être dans d'autres pays d'Europe dans les temps qui viennent. Ça signifie qu'il y a fort à parier que dans quelques temps, beaucoup des données sur lesquelles ont été fait ce débat aujourd'hui auront été modifiées. Et à partir du moment où nous avons réussi ce soir à vous offrir un beau débat, je pense que ça vaudra la peine, et je prends rendez-vous dans le temps, sans le dater, ça vaudra la peine de refaire un débat dans quelques temps pour revoir cette situation ukrainienne à la lumière de ce qui sera passé d'ici là. Voilà, donc ça c'est ma première invitation. La seconde, et là je sors du cadre du cercle de Flore. Ma seconde, c'est que vous êtes pris, je vous l'annonce, vous êtes pris le samedi 4 février. Le 4 février, vous serez tous à la Maison des Mines à Paris pour un débat beaucoup plus franco-français, mais qui nous intéresse au plus haut point à quelques semaines, parce qu'on n'est plus qu'à quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc un débat de réflexion sur une évolution de la France qui est une évolution que nous n'avons jamais vue auparavant. Je ne vais pas tout vous dévoiler, simplement vous dire que ce jour-là, le carrefour royal qui vous sera proposé aura pour titre « La République contre le peuple ».
Et je dis bien contre le peuple. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène nouveau que nous voulons, à quelques semaines de la présidentielle, étudier et voir quelles pourront être ses conséquences et voir surtout quels enseignements nous pouvons en tirer. Voilà. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.